Bon, d'accord. Eh bien, il y a une autre île avec des dinosaures, sans clôture cette fois-ci. Et vous voulez envoyer des personnes dessus. Un petit groupe de personnes sur le terrain. Nous avons été à la limite de la faillite depuis cet accident dans le parc. Il y a des gens dans la compagnie qui voulaient qu'on exploite le site B pour nous renflouer. L'opinion publique est la seule chose qui me reste pour le préserver. Mais pour me rallier une aide populaire, je vais avoir besoin d'un vrai dossier photo de tous ces animaux vivants dans leur environnement naturel. Alors vous êtes passé de capitaliste à naturaliste en 4 ans? C'est une prouesse. C'est notre dernière chance de rédemption. Hello there. You take the red pill. Nom de Zeus! Wingardium Leviosa. Get away from her, you bitch! What? Too close? Hasta la vista, baby. Salut mes petits morceaux d'ADN de grenouille et bienvenue dans La Saga, le podcast qui se penche sur toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sofiane Aït-Kassi, mec qui a basé toute sa personnalité autour de celle de Jeff Goldblum, pas James Goldblum. C'est son frère, ça. Et cette semaine, on va vous parler de Le Monde Perdu, suite tant attendue de Jurassic Park, sorti en 1997. Et pour m'accompagner cette semaine, elle est entre autres psychologue et vous pouvez la retrouver du côté des amis de Final Cut. Ensemble, on va décider si les dinosaures souffraient de dépression de saison comme nous. Bonjour Marine. Coucou. Crise d'angoisse, tout au plus. Quelle est ta saga préférée en dehors de Jurassic Park? Ah ok, en dehors de Jurassic Park, j'irais Scream. Vraiment, je suis hyper fan de Scream. Ok, Scream, on en a parlé. Ouais, je sais, j'ai écouté. Très très bon épisode d'ailleurs. Bah t'étais là. Qu'est-ce que c'est Jurassic Park pour toi? Alors Jurassic Park, en fait, à la base, je pense que comme tous les enfants qui sont nés dans les années 90 ou 90 ici en France, voilà, c'est vraiment une découverte merveilleuse. Moi, j'ai pas découvert le film tout de suite. En fait, au début, j'avais un petit peu peur du T-Rex. J'étais vraiment terrorisée, donc je l'ai découvert un peu sur le tard. Maintenant, je veux adopter un T-Rex. Je veux dire, depuis que j'ai vu le film, j'adore. C'est aussi quelque chose de familial. Mon frère est devenu paléontologue à cause du film. Alors lui, son truc, c'est pas vraiment le T-Rex, c'est plus les mosasaures. Il pourrait vous faire une conférence sur le sujet, mais donc vraiment quelque chose d'assez familial. Mais et moi, Jurassic Park, c'est mon film préféré. Je lui aurais pas parlé. Ouais, c'est possible. Je sais pas. Il est pas venu sur notre Discord. C'est peut-être. Pour me dire qu'il aimait bien les mosasaures, justement. Allez. Il y a, en tout cas, non, je connais un auditeur qui est venu pour dire qu'il bossait dans des musées et qui reconstituait les mosasaures. Ah bah à mon avis c'est un pote à lui, mais c'est peut-être un pote à lui. Ok, d'accord. On sait jamais, le monde est petit, on sait jamais. Ils sont 4 dans l'univers, donc à mon avis. Pour ça, je me suis dit c'est pas possible un mosasaure. Mais parce que le mosasaure vivait dans la Meuse en Belgique, il faut savoir. Donc c'est pour ça que ça crée pas mal de passion ici. Ensuite, il est derrière la chaîne YouTube, le cinématographeur, et il a entre autres analysé Jurassic Park en long, en large et en travers. Bienvenue Victor. Salut. Et toi, c'est quoi ta saga préférée en dehors de Star Wars et de Jurassic Park? Je vais dire les Spider-Man de Sam Raimi. Oh, ok, Sam Raimi. C'est un peu mon entrée en cinéphilie. Il est bientôt de retour là en plus. Oui. C'est quoi Jurassic Park pour toi? On va dire que c'est la première fois où je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui faisait des films. Parce que quand j'ai vu le film la première fois avec mon papa, il a fait « Oh, regarde, là, il a filmé le tyrannosaure dans le rétroviseur et il y a écrit quelque chose dans le rétroviseur. » Je me suis dit « donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait ça de cette façon. » Et je me suis dit « Tiens, en fait, il y a quelqu'un qui filme ça, c'est pas de la réalité. » Ouais, c'est le film qui t'a fait découvrir le cinéma, simplement. Qu'il y avait quelqu'un qui faisait ça, que c'était pas juste une lanterne magique qui montrait des images et des histoires. Et ensuite, elle est de retour. pour nous jouer un mauvais tour. La 3e fois que tu viens dans le podcast. C'est ça, 3e fois. Ouais. Coucou Marie. Salut. Qui est derrière Slasher, bien sûr. Et qui prépare d'autres trucs, là, bientôt. Oui, d'autres projets. Parle-nous de ton histoire avec Jurassic Park.
Moi aussi, je l'ai découvert quand j'étais gamine. Je ne l'ai pas vu au cinéma, mais je l'ai découvert en VHS. J'ai poncé la VHS et j'ai vu le 2 au ciné. Moi aussi, ouais. Et voilà, et c'est moi, le premier Jurassic Park, c'est un film, j'ai beau le revoir, j'ai beau l'avoir vu des dizaines et des dizaines de fois, je le revois toujours avec les mêmes yeux émerveillés et je trouve que ça vieillit pas. Enfin, je vais pas refaire votre premier épisode qui était déjà très très bien, mais voilà, c'est vraiment un de mes films préférés. Et je ne peux pas dire que c'est ma saga préférée parce que c'est vraiment une des sagas, quand je la regarde, je ne regarde qu'un seul film, et je me refais pas du tout les autres. Donc c'est vraiment un de mes films préférés. Moi, je suis comme ça avec Scream. Ah ouais. Quand je regarde Scream, je regarde que Scream. Quoi. Ouais, je comprends. Et après m'être tapé tous les autres Scream, j'ai vraiment pas envie de me les refaire encore une fois, tu vois. Mais en tout cas, ouais, moi, pareil, Le Monde Perdu, c'est peut-être le premier film que j'ai attendu au cinéma. Ouais, vraiment. Parce que voilà, on avait tous. On a à peu près le même âge, je crois. Je ne sais pas quel âge tu as. J'ai 34 ans. 35 ans. Voilà, on a à peu près le même âge. Et en gros, Jurassic Park, on a tous grandi avec la cassette où il passait à la télé régulièrement, etc. Et donc ce film-là, plus la promo qui était partout, les jouets qui étaient partout, c'était vraiment le film que j'ai le plus attendu. Et je crois que ça a été une de mes toutes premières petites déceptions de cinéma, en fait. Parce que j'aimais tellement le premier que c'était difficile d'arriver au même niveau, quoi. Ouais. Et ouais, toi, t'as plus ou moins découvert ce qu'était vraiment le cinéma. Et moi, j'ai découvert ce qu'était vraiment la déception au cinéma. J'avais 10 ans. Voilà. Oh, ça fait jeune pour être déjà là. J'avais 10 ans et je me suis dit, en fait, ouais, c'est pas parce que tu mets des dinos dans un film que je vais aimer. Voilà. Mais attention, hein. Il faudrait peut-être leur dire parce qu'ils sont en train d'en faire plein là. Ils sont en train de... Non, c'est le dernier. Hein. Ouais, c'est déjà beaucoup trop. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ouais. C'est ça. C'est ça. Hein. Ils avaient dit que c'était 3 derniers Star Wars. Apparemment, il y en a plein d'autres derrière. C'est quoi votre dino préféré ? Moi, mon dinosaure préféré, j'ai failli dire le T-Rex. Mais ouais, je vais dire le T-Rex. Vraiment, je l'adore. Je pense que c'est vraiment une de mes premières frayeurs d'enfant, justement. Mais en grandissant, c'est devenu un peu une petite passion. Puis voilà, ces petits bras tout sympas, là, comme ça, je ne peux qu'adorer. Ouais, je suis pas du tout originale, je vais dire le T-Rex aussi, parce que vraiment, la première scène de l'attaque du T-Rex sur la voiture dans le premier Jurassic Park, moi, c'est une de mes scènes préférées pour toujours. Moi, je vais dire le stégosaure, parce que je pense que c'est un des premiers mots compliqués que j'ai dû dire. Mon premier film au cinéma, pas facile, hein. C'était le petit dinosaure dans la vallée des merveilles. J'avais 4 ans au cinéma, et je faisais « Ça, c'est le stégosaure !» J'ai emmerdé tout le monde, mais je m'en souviens encore. Moi, c'est le Pachi... machin bidule avec son crâne là. Je l'adore. D'ailleurs, c'est le meilleur personnage des nouveaux Jurassic World. Il a un petit rôle à un moment. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, il est super marrant. Et, celui qui tape dans le mur. Celui qui tape dans le mur, ouais, voilà. En gros, ça va être celui-là. Et quand j'étais petit, j'adorais le Dilophosaure du premier. Avec sa crête et tout. Et au final, il n'existe pas vraiment. Mais non, mais il est incroyable celui-là. Vraiment, cette scène est incroyable. Et ouais, donc. C'est marrant parce que c'est souvent T-Rex ou Triceratops qui reviennent. Hein. C'est toujours chez les gamins, en tout cas, c'est toujours les deux trucs qui reviennent. Quoi. Ah, mais dans la saga, en tout cas dans les Jurassic Park, il ne faut pas grand-chose, le Triceratops. Si, il y a les bébés qui sont dessus. Non, on le voit malade. On le voit avec son gros tas de caca, là, mais... Il respire, c'est trop cool. Ouais, mais c'est pas le plus charismatique dans Jurassic Park. Donc après la sortie du premier livre, les fans se sont mis à réclamer une suite à Michael Crichton, qui lui était contre, car il n'avait jamais écrit de suite, tout simplement. Mais le premier film a fait tellement de succès, et le fait que ça a ajouté 2 millions dans son compte en banque, il s'est dit, bon, je vais m'y mettre. Et ils se sont décidés qu'ils attendraient la sortie du livre pour lancer vraiment la production du film. Et en même temps, de toute façon, Spielberg faisait une petite année sabbatique de 4 ans à peu près, hein, c'est ça. Il a arrêté. Il le méritait bien. Franchement, il le méritait bien de faire une petite pause. En 95 sort Le Monde Perdu, le roman de Michael Crichton. Et en gros, Spielberg est confirmé à la réalisation, même si lui, il n'a pas l'air d'être fan de ce qu'il y avait dans le bouquin. En gros, j'ai cru comprendre parce que il n'y a pas grand-chose... Vous l'avez lu, au fait, le bouquin ? Il y a longtemps. Il y a longtemps, ouais. Désolée. Ouais, en gros, pas besoin de le lire. Franchement, parce que déjà, il n'est pas forcément génial, comparé surtout au premier bouquin, qui vraiment, là, je vous conseille de le lire, même si vous avez vu Jurassic Park, je vous conseille de lire le premier bouquin. Mais en fait, il y a énormément... Il a juste l'idée de l'île avec les dinosaures et l'idée des parents T-Rex. Sinon, tout le reste, c'est à peu près très différent du film, quoi.
Bah, il y a une pirouette scénaristique où il ressuscite Malcolm. On n'y croit pas du tout. Enfin, il y a plein Parce que oui, c'est vrai que Malcolm est mort dans le premier film, mais en fait non. Parce que justement, je pense qu'ils avaient décidé que ce serait Malcolm le personnage principal du 2. Qui, de mon point de vue, je suis désolé pour les fans de James Goldblum, putain, j'arrête pas, de Jeff Goldblum. Tu vas y arriver, ça va. Je sais pas pourquoi, ça y est, c'est rentré dans ma tête. Je trouve que Malcolm, il fonctionne mieux comme personnage secondaire que comme personnage principal, personnellement. Ah ouais, je suis assez d'accord. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans le premier, il est toujours à contre-temps, en train de prévenir les autres et tout. Et du coup, dans le second, c'est lui qui est censé mener l'action, mais toujours avec ce même caractère un peu en traînant des pieds, en faisant des blagues. Et en fait, ça marche pas. Ça marche pas trop comme action hero, le mec qui se plaint pendant tout le film, quoi. C'est vrai que du coup, c'est un peu un comic relief et là, il prend le devant de la scène, mais oui, non, il aurait dû s'abstenir. Ouais, on dirait limite que Jeff s'ennuie en plus, un peu. Là, parfois, t'as l'impression qu'il est pas toujours là dans certaines scènes. Il regarde ailleurs. Non, mais et c'est tout. vrai, Non, mais c'est vrai, j'ai vu ça tout à l'heure. Je fais, mais pourquoi il regarde pas au même endroit que les autres? On dirait qu'il est pas content de faire une suite à Jurassic Park, en fait. Tu vois. Bah, en fait, il est pas content de retourner sur l'île et en fait, t'as l'impression que c'est très méta et qu'il est pas content de retourner dans la saga. Personne n'est content de retourner dans la saga dans ce film. Michael Crichton, il voulait pas. Spielberg, il était pas vraiment chaud non plus. Voilà. Et en plus, il n'y a même pas de scène avec Jeff Goldblum, je vais arriver aussi, et tu vois, la chemise ouverte sur son torse. Oui, du coup, aucun intérêt. Cette scène mythique. Il a pas ses lunettes, il a pas les cheveux bouclés, enfin, il manque quand même pas mal de trucs, quoi. Il a pas son pantalon. Il a encore sa démarche comme ça, mais sinon, c'est un peu décevant à ce niveau-là. Bah, c'est vraiment le contrepoint, en fait, par rapport au premier, où dans le premier, c'était vraiment, il était en noir, alors qu'Hammond était en blanc, c'était Cassandre, parce qu'il disait, oui, tout va mal se passer. En fait, justement, l'intérêt de la survie dans le premier, c'est qu'il survit pour se rendre compte qu'en fait, tout ce qu'il avait prédit devient réalité. Et dans le 2, où il y a vraiment Spielberg qui veut faire un truc beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre, le prendre lui, acteur hyper sombre, ça fait sens, quoi. Je trouve pas forcément le film plus sombre, perso. Il y a plein d'humour, il y a énormément d'humour dans ce film. En fait, il y a une tentative de faire un film plus sombre avec plein de blagues qui désamorcent tout. Et ça, c'est un truc qu'on reproche vachement aujourd'hui au Marvel, mais c'était déjà là dans Jurassic Park. Ça ressemble beaucoup. Je me suis exactement fait la même remarque. Je me suis dit, ça ressemble beaucoup au désamorçage. Toutes les blagues qui tombent dans des moments de tension, dans des scènes d'action et tout, et tu dis, mais jamais jamais une vraie personne ne dirait ça à ce moment-là, quoi. Ouais, il y a beaucoup de ça. Ouais. Alors que le premier était tellement limpide au niveau de l'écriture à ce niveau-là. Les personnages sont très attachants, directs. Enfin, tout est déjà là dès leur première scène à chaque fois. Et là, on a du mal à un peu s'attacher. Ouais, parce qu'en fait, par exemple, là, Ian Malcolm, moi, je suis contente parce que c'est Jeff Goldblum et que j'ai vu le premier. Et voilà, mais en fait, si tu regardais que le 2 sans avoir vu le premier, tu t'attaches pas du tout au personnage. Ni à aucun des personnages, en fait. C'est vrai que c'est un peu le souci du film. Enfin, j'imagine qu'on en parlera un peu après, mais moi, j'adore ce film-là. Mais le souci, c'est les personnages et l'écriture. Et les acteurs qui sont quand même, je trouve, assez en sous-jeu, alors que c'est des bons acteurs de base, mais... oui, il y a un très bon cast, ça c'est pas le problème, quoi. En cas de refus, c'est Joe Johnston qui aurait réalisé le film, et lui, Spielberg lui a dit, bah non, je vais le faire finalement, mais toi tu feras le 3, et le reste est rentré dans l'histoire. Il a fait un petit téléfilm d'une heure et demie. Très jolie façon de le dire. Il a fait un petit téléfilm d'une heure et demie ensuite qui s'appelle Jurassic Park 3, je sais pas si vous l'avez vu. L'idée originale de Spielberg, c'était de parler de la bombe de mousse à raser de Nedry à l'origine. Et ça, c'est un des trucs que les fans pendant encore aujourd'hui. Et apparemment, ça va peut-être même revenir dans le prochain film. C'est un peu une arlésienne, là, cette bombe de Barbasol qui tombe et sur laquelle il y a un gros plan pour dire non, en fait, il ne se passe rien. Ouais, mais elle se retrouve dans la boue. On peut se dire que le truc, au bout d'un moment, il sera plus réfrigéré. Oui, parce qu'en fait, je crois que quand il lui donne la bombe, il lui dit que ça tient de 72 ou 36 heures. Enfin, c'est quelques heures, quelques jours, grand max. Donc, mais encore aujourd'hui, les gens disent, je veux que la bombe revienne, quoi. Pour le coup, en fait, c'était dans le premier, c'est un gros hommage à Psychose. Hein. C'est le MacGuffin du film, et comme dans Psychose, ça se retrouve dans la boue, dans les marais. Donc c'est exactement la même chose. Il y a plein de références à Psychose dans le premier. C'est pour ça que c'est marrant de se dire que c'est Spielberg lui-même qui voulait revenir à ça. Alors que je pense qu'il y avait d'autres idées. Hein. Après, je pense que Spielberg, il a toujours des tas d'idées tout le temps. Et il les fait pas. Et en fait, Crichton n'a pas été consulté pour l'écriture du scénario, contrairement au premier film. Et il a dû refuser d'approuver des nouveaux contrats de merchandising pour qu'on le laisse lire le script. Personne ne voulait qu'il lise le script.
Et il a dû prendre le truc en otage. Très bonne ambiance. Donc je sais pas ce qui s'est passé sur le premier film pour que ce soit comme ça, mais je pense que le fait qu'il ait demandé beaucoup d'argent et tout, peut-être que ça a dû jouer. Et ça a beaucoup été réécrit après, même sur le tournage, le premier par David Koepp. On voit des photos de tournage où David Koepp, il est sur le plateau pour réécrire des trucs. Et il y a plein de choses qui vont à contrepoint, notamment vous en parlez sur le premier épisode, du fait que John Hammond, c'est pas du tout le même personnage. Enfin, il y a plein de trucs qui sont à contre-pied par rapport au premier. Je pense que Crichton, il a pas trop aimé. C'est un peu comme King face à Shining de Kubrick. Il se sent un peu dépossédé de son œuvre, où c'est pas vraiment son Jurassic Park, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Et même Spielberg, j'ai pas l'impression qu'il fait son Jurassic Park non plus. Enfin, on dirait que il faut faire un Jurassic Park, alors faisons un Jurassic Park. Sur le 2, oui, ouais. Complètement. C'est je sais pas si tu vas en parler après, mais c'est le principe, c'est Universal qui a dit on fait un Jurassic Park 2, et Spielberg, tu viens si tu veux, et si t'es pas content, de toute façon on le fera, parce que on va le faire, et c'est nous qui avons les droits. Et ça, on va le retrouver dans le scénario de Jurassic Park. Exactement comme dans le premier, on retrouvait des bribes de la pré-production dans le film, où par exemple, vous avez parlé de Phil Tippett la dernière fois, qui avait fait les créatures en Go Motion. Quand il a vu les premières images de synthèse, ce qu'il a dit, c'est j'ai plus de travail, je suis au chômage. Et il y en a un dans la salle qui lui a répondu non, t'es éteint, you're extinct, comme les dinosaures. Et ça, ils l'ont remis dans le film. Et exactement comme c'est toujours très méta, Spielberg. Et là, exactement de la même façon, t'as des discussions entières que Spielberg a eues avec la pré-prod, avec la production d'Universal, qui se retrouvent dans le film, dans le personnage de Ludlow, le neveu de Hammond, quand il dit de toute façon, t'as pas ton mot à dire, le parc il nous appartient, et puis moi j'ai l'argent, et puis j'en ai rien à foutre, je le ferai de toute façon. Il y a un petit film qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui fait exactement le même genre de remarque. Un petit film qui s'appelle Matrix Résurrection. Donc, il nous a fait un petit épisode assez court, je crois. J'ai fait un petit épisode court sur le sujet. Mais c'est vrai que c'est un peu le même genre de... de méta. Il y a la phrase Warner Bros le fera sans toi, de toute façon. Et c'est exactement ça. Ça fait quand même beaucoup de sagas où on utilise le mot méta, mine de rien. Chez Spielberg. Scream aussi. Ouais. Non, c'est pas parce que c'est méta que c'est pertinent. Donc, oui, exactement. Parfois, on utilise le méta pour critiquer en fait, ce qu'on fait au sein même du film. C'est pas pertinent du tout. Après, il y a la différence entre le cynisme et le méta. T'as le méta cynique et le méta où tu vas vraiment t'interroger sur qu'est-ce que tu es en train de faire. Et là, je pense que Spielberg, de tous ses films, de toute façon, il s'interroge sur le cinéma, sur plein de trucs, sur ce qu'il fait. En fait, comme dans le premier, il s'interrogeait sur les images de synthèse et justement l'éthique. Quand dans le film, il te parle de l'éthique de remettre les dinosaures à la vie. Exactement, Spielberg, en 93, il se pose la question de l'éthique de mettre des images de synthèse dans son film. Pour la première fois, en fait, tu as des images de synthèse réalistes. Parce que celle qui avait été faite avant, c'est Terminator 2, c'est pour animer le robot ou les créatures dans Abyss. Là, c'est vraiment un truc avec lequel on va interagir. C'est un truc qui a existé. Et c'était la première fois. C'est une espèce de boîte de Pandore qu'il a ouverte dans le 1. Et tu avais vraiment un truc éthique où, à Hollywood, on se disait, est-ce que vraiment les images de synthèse, c'est un bon truc ou pas? Et dans Jurassic Park, il se pose la question. Perrine en parlait la dernière fois, quand le tyrannosaure remplace l'image de synthèse, remplace son propre squelette à la toute fin. Et la bannière, quand les dinosaures rule the earth, régner sur la Terre. Voilà, merci. Et elle s'en va, et ça c'est le titre d'un film des années 70, et le T-Rex le piétine. Donc c'est vraiment, on a mis les images de synthèse là, elles ont remplacé les anciennes images, et qu'est-ce que ça veut dire éthiquement? Et de toute façon, ça c'est le côté méta de Spielberg qui s'interroge dans son film comme il s'interroge dans la réalité. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'ici, ça fait un petit peu, ok, on a justement travaillé les images de synthèse, etc., mais comme si ça nous avait échappé. Là, en tout cas, j'ai l'impression un peu la thématique du film, c'est quand on crée quelque chose qui nous échappe finalement et qui revient à l'état sauvage, et peut-être que ça traite aussi justement des effets spéciaux qui ont échappé, qui sont devenus quelque chose de très mercantile, très commercial, et qui ont échappé justement aux cinéastes de base. Enfin, en tout cas, c'est comme ça aussi que je le vois. Il s'est fait 250 millions sur le film d'avant, donc je pense pas que ça lui ait échappé. Non, mais échappé, tu vois que ça a été peut-être surutilisé aussi par la suite. Ah oui, je pense qu'après, au bout d'un moment, tu dois en avoir marre de voir le logo Jurassic Park partout. Mais quand on te donne moi, tu me donnes un chèque de 250 millions, je suis capable d'accepter que... Après, c'est Hammond, Spielberg, donc c'est vraiment le fait, il est déchiré entre les deux, entre le gros capitaliste et le mec qui veut juste montrer des puces. Hammond devrait être en prison.
Oui, complètement. mais il est dans son lit. Et, il est dans son lit. Il s'est fait piquer une gêne. Il fait des pubs à la télé. Ouais. Mais oui, ce que tu disais, Marine, on va y revenir dans le film. Mais oui, c'est exactement ça. C'est Spielberg revient à Hollywood 4 ans après Jurassic Park et il se pose la question de, en fait, qu'est-ce que c'est devenu en mon absence, et il se rend compte que c'est la catastrophe. Et c'est pour ça que moi je trouve le film beaucoup plus noir et beaucoup plus pessimiste sur plein de trucs. Et on va y revenir tout au long du film, et surtout la fin qui se passe à San Diego. Et là, pour le coup, c'est vraiment un constat sur qu'est-ce qui est devenu le cinéma en 4 ans d'absence de Spielberg. Spielberg insistait plus auprès de David Koepp pour qu'il regarde le film The Lost World sorti en 1925 et de lire le livre d'Arthur Conan Doyle plutôt que de lire le livre de Crichton, en fait, quoi. C'est hyper bien pour une adaptation, quoi. On part sur de très très bonnes bases. Vas-y, lis un autre truc. On va l'adapter, mais ne le lis pas. Il s'inspire aussi du film Atari avec John Wayne, sorti en 1962, sur des animaux d'Afrique se faisant capturer pour être mis dans des zoos. Donc c'est à peu près le premier acte du film, enfin ouais, une bonne partie du film quand même. Et il décide quand même aussi d'ajouter des scènes du premier livre, c'est-à-dire qu'il va presque rien prendre du deuxième, mais il va prendre les scènes du premier livre qu'il n'avait pas pu adapter dans le premier, comme par exemple la scène de la cascade avec le T-Rex, et sinon bien sûr les scènes avec les compis qui se font attaquer au début du film, c'est la première scène du premier livre normalement en fait. Et sinon il avait une idée, et son idée c'était un super raptor. Voilà. Ça, un Indominus Raptor. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'idée de Jurassic World, quoi. Mais il trouvait que l'idée faisait trop peur finalement. Il n'avait pas totalement tort. C'était pas dans ce sens-là. Mais... Ouais, c'est marrant que ce soit repris des années plus tard comme ça. Tout a été repris, hein, même la fin du 2, elle est dans le 3 en fait. Il y a plein de trucs. La fin du 2, elle est dans le 3 ? Ouais, ça devait se terminer avec les ptérodactyles. Et ça, en fait, ils avaient construit les créatures et tout, et ils les ont réutilisées dans le 3. Cette fois, il y a beaucoup plus de CGI que d'effets pratiques. Ça se voit quand même pas mal, puisqu'on est plus de jour aussi souvent, donc ça se remarque plus. Par contre, les effets pratiques sont encore... super, sont encore top, ça, il n'y a pas à dire, c'est encore de la qualité, quoi. Alors j'ai regardé, en fait, il n'y a que 10 plans en plus de CGI. Il y a beaucoup plus de CGI dans les plans. Ouais, il y a plus d'animaux, il y a plus de... Ouais, voilà. Mais il y en a 75 dans le Jurassic... les compis sont presque toujours en images de synthèse, les stégosaures aussi, à part le bébé, mais sinon... voilà. Mais ils sont tous dans le même plan à chaque fois. Il y en a plein, mais c'est dans un seul plan, alors qu'il y en avait 65, en fait. Il n'y en a que 10 de plus, et 1500 dans Jurassic World. Mais ça se voit plus, parce que dans le premier, c'est de nuit, beaucoup. Et je sais pas, j'ai l'impression que comme il y a... c'est un peu le but du film aussi, c'est de se dire on peut faire plus, quoi. C'est ça le truc. C'est que Spielberg, il se dit je vais faire encore plus que dans le premier, quoi. Le premier, c'est vraiment est-ce que vous pouvez faire les dinosaures ? Maintenant, on les a vus, qu'est-ce que tu peux faire avec ? Quoi. Ouais. En fait, le premier, c'est vraiment de l'artisanat aussi et du test. Et donc là, je pense qu'ils s'amusent. Enfin, moi, je ressens en tout cas qu'ils s'amusent avec justement tout ce qu'ils ont testé et les nouveaux effets spéciaux et qu'ils sont dans un cœur joie. Ouais, là, je sais pas. Là, il y a un petit côté cahier des charges un peu dans... la scène de la chaise des dinos, moi je la trouve incroyable. Pour moi, elle a pas du tout vieilli. C'est la première fois que tu as une caméra portée avec des images de synthèse. Non, mais je trouve pas que ça a vieilli, en fait. Je trouve plus que ça rentre... Je sais pas, en fait, je trouve que Spielberg est beaucoup moins inspiré. Il y a une grosse scène qui est vraiment très, 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 très marquante. Je pense qu'on peut tous être d'accord pour le dire. Et le film est limite construit autour de ça. Mais sinon, en dehors de ça, je trouve pas qu'il se... Parce que dans chaque scène de tension ou même de dialogue dans Jurassic Park, on pouvait voir qu'il y avait de l'amour, quoi, dans chacune des scènes. Et là, je ressens pas forcément d'amour dans ce film. J'ai pas l'impression qu'il aime ce qu'il est en train de faire, en fait. T'as l'impression que c'est un peu en pilote automatique, quoi. Ouais. C'est bon, maintenant qu'il s'est passé ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Allez, on retourne sur l'île. Et puis, et en fait, ça s'enchaîne beaucoup. Dans le premier, vous l'avez dit dans l'épisode précédent, mais dans le premier, en fait, t'attends, je sais pas, une demi-heure ou 40 minutes avant de voir le T-Rex. Et on joue sur ça, on joue sur ta frustration. Là, en fait, on te balance les compis dès la première scène avec la petite fille. Quand eux arrivent sur l'île, dès le début, ils voient ils voient les stégosaures. Après, t'as cette scène de chasse qui arrive assez vite aussi. En fait, dans la première demi-heure, tu vois quand même beaucoup de dinos par rapport au... L'émerveillement est fini. C'est ça. Mais après, je pense qu'ils voulaient pas non plus jouer sur ça et refaire... En fait,
toute façon, c'est toujours compliqué quand tu fais une suite. En fait, qu'est-ce qui a marché dans le premier ? Est-ce qu'il y a plein de gens qui veulent revoir le premier ? Mais en fait, si tu veux revoir le premier, juste revois le premier, ne vois pas le 2. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Voilà. Et c'est ce que nous on fait quand on a envie de revoir Jurassic Park. Quand on revoit Jurassic Park, on regarde pas le 2 en se disant est-ce que ça va être mieux ? Mais voilà, en fait, il a voulu faire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quoi. C'est, en fait, dans le premier, c'est est-ce qu'on peut faire des dinos ? Dans le deuxième, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ? Et après, voilà, c'est pas forcément toujours des bons choix, mais c'est une direction différente qui est prise, quoi. Après, il faut aussi voir le contexte. C'est que Spielberg, il revient, en fait, il était parti de la fin de la post-prod de Jurassic Park pour travailler sur la liste de Schindler. Donc, il gérait les 2 films en même temps. Il tournait Schindler la journée, le soir, il faisait des visios en écoutant la musique de John Williams pour faire, pour gérer la post-prod de Jurassic Park. Il était sur deux projets à la fois et la liste de Schindler, ça l'a épuisé et voilà. Donc après, c'était entre guillemets un plus petit film pour aussi se remettre un peu le pied à l'étrier et pour repartir à Hollywood, refaire quelque chose, un projet qui avait moins d'implication pour lui. Non, mais un plus petit film que Schindler, tu vois, un truc. Le budget est pas mal. Ouais, mais l'idée, c'est de pas faire un truc écrasant avec un poids et une symbolique aussi forte, quoi. Et puis c'est quelque chose qu'il avait déjà un peu fait, donc il n'avait pas à reprendre tout l'univers, toute la... Et c'était peut-être pour lui une solution de facilité. Oui, je pense que c'est plus facile pour lui, ça me fait plus penser, par exemple, je suis pas un énorme fan du Temple Maudit, mais je trouve qu'il avait quand même des trucs à dire. Il était vénère quand il a fait le Temple Maudit et ça se ressent dans le film. Après, il avait envie de parler d'une relation père-fils et donc ça se ressent. Il est vénère, mais différemment. Et là, en fait, ce film-là me fait plus penser à Indiana Jones 4, en fait. Dans le sens qu'on le fait parce qu'il faut le faire. Indiana Jones, je pense qu'il a été forcé par George Lucas. Là, remarque, il a été forcé par Universal. Mais tu sens que le fait d'avoir été forcé par Universal, ça fait que dans le film, en fait, il va en parler. Alors que dans Indiana Jones 4, il va pas en parler de sa relation avec George Lucas parce que c'est une espèce de relation grand frère. Il l'admire beaucoup, même s'il y a plein de problèmes. Là, il est vénère contre Universal et il va le dire dans le film. Et ça va vraiment... Dans chaque scène, il va taper sur le dos des exécutifs tout le temps, des gens qui ont le pouvoir et qui font ce qu'ils veulent avec en fait ce qui reste de son premier film, parce que ça va parler la paternalité des dinosaures et des parents, mais ça va aussi parler de la paternalité de Spielberg sur son propre film. Et je voulais juste rebondir sur un truc que tu disais, effectivement, c'était intéressant parce que tu disais, il met tous les dinosaures dans la première demi-heure, mais en fait, j'ai l'impression que ça marque une rupture dans sa carrière parce qu'après Schindler, en fait, ça marque un peu un entre-deux dans sa carrière. Quasiment dans tous ses autres films, il va mettre le paquet au début, genre dans Minority Report, ça n'arrête pas dans la première demi-heure et après c'est hyper posé. Dans La Guerre des Mondes, il met le paquet dans la première demi-heure et après c'est hyper posé. Et j'ai l'impression que c'est un peu le début de sa deuxième partie où il essaye de dire bon voilà, vous êtes venus voir ça, on vous montre ça et ensuite je fais mon propre truc après. Il fait quoi après ? Amistad. Oh. Amistad, il a à moitié pas fait. Mais justement, c'est intéressant que ce soit Amistad qui passe après, parce qu'on a vraiment l'impression, et je pense que c'est aussi pour ça que le film a été mal reçu à l'époque, c'est parce que justement Spielberg sort d'un film qui est vraiment très très auteur et très sérieux, on va dire, qui traite un sujet sérieux, et donc là il repasse à quelque chose qui est vu au niveau critique et grand public de beaucoup plus enfantin et fun, etc. Et c'est interpellant qu'après repasse à Amistad où il va retraiter justement un sujet historique assez lourd. Et il faut savoir qu'ici le film il a été limite nominé au Razzie Award, nommé sans recevoir de récompense heureusement, mais donc il a vraiment, je pense que la critique n'a pas trop compris pourquoi Spielberg retombait vers un truc très enfantin et donc voilà, c'est particulier quand même qu'après il retourne vers quelque chose de très sérieux. Après je pense qu'aussi peut-être qu'il y avait aussi de sa part une volonté de récupérer la franchise et de pas la laisser s'échapper comme Jaws lui a échappé et de pouvoir peut-être mieux gérer les suites ou en tout cas une suite. Mais de toute façon il le dit pareil, c'est ce qu'on disait dans le côté méta, hein. Le premier c'était tu fais Jurassic Park pour pouvoir faire la liste de Schindler, c'était un peu le deal avec Universal, et dans le film il y a Hammond qui va voir Grant en disant je te finance tes recherches si jamais tu viens regarder mon parc. C'est exactement la même chose qui se passe dans le film. Et là dans le 2, qu'est-ce qui se passe ? C'est Malcolm qu'on envoie contraint et forcé en fait sur l'île pour pas perdre tout ce qui est la paternalité en fait sur son film, parce que pour le coup il va sauver Sarah et à un moment même dans les dialogues il l'appelle mon bébé.
Bah, c'est sa fille. Non, Sarah. Sarah Harding. Pardon. C'est Kelly la fille. Kelly. C'est Kelly, sa fille. Ouais. Mais quand les... Ils sont tellement marquants, les personnages dans ce film, je suis désolé. Mais... Kelly qui n'existe pas en plus dans le bouquin, qui normalement est une étudiante. Donc la fille est créée de toute forme. Ils ont mélangé... si je me trompe pas, Kelly est aussi inspirée du fait que Spielberg a adopté 2 enfants afro-américains et qu'il voulait mettre ça dans son film, en fait, si je me trompe pas. Il y en a une qui est devenue porn star, d'ailleurs. Voilà. La fille ou Kelly? La fille de Spielberg, la fille adoptive de Spielberg. Au secours. Voilà. J'ai fait des recherches hier et j'ai fait quoi? J'étais pas du tout au courant. John Williams est de retour dans un thème bien différent. Il y a des petits échos par-ci par-là, mais sinon il est parti dans un truc plus à base de bongo et de percussion, quoi. Très tribal, voilà. Vous aimez bien? Bah, moi, ça me déroute toujours un peu parce que t'entends quelques notes du thème de Jurassic Park et après ça part sur autre chose. Et donc, à chaque fois, je fais, mais non, mais donne-moi Jurassic Park. Puis, du coup, il les utilise à des moments Park. hyper précis. C'est ça que moi, j'aime beaucoup cette partition. Mais en vrai, je trouve qu'elle va bien avec le film, quoi. Moi, je l'écouterais pas. Ouais, ça va. Je l'écouterais pas comme ça toute seule et tout, mais c'est séparément du film. Mais avec le film, je trouve que ça va bien. Il n'y a pas le souffle épique du premier, quoi. Mais le film n'est pas épique comme le premier, quoi. En fait, le film, il a vachement plus des côtés de film catastrophe, en fait. Oui, catastrophe et même limite aventure, là où le premier avait beaucoup au niveau de la science-fiction, l'anticipation, et lui, de l'épique. Mais pour le coup, pour moi, c'est un peu le côté contrepoint total du premier, que ça soit dans la musique qui est vachement plus sombre, pas du tout symphonie pastorale comme l'était le premier. L'affiche, pareil, elle est plus sombre, craquelée. Quelque chose a survécu. Voilà. Ça, c'est une bonne tagline. Ça. Même la lumière, là, il faut parler du fait que il récupère Janusz Kaminski pour faire la lumière du film, qui va le suivre sur tous ses autres films, je crois, peut-être sauf un, mais je sais plus. C'est une lumière qui est hyper différente de celle de Kundey, qui était très saturée, très années 90. Et là, Kaminski, il fait un truc tout avec des lumières cramées, un truc délavé. Délavé comme il fera après, mais c'est la première fois qu'il fait ça en couleur, en fait, parce que sur Schindler c'était en noir et blanc, donc c'est la première fois qu'on voyait la lumière de Kaminski chez Spielberg. Après dans le film, pareil, au niveau de la météo, à partir de la moitié il pleut, il fait nuit, c'est dégueulasse, et puis le film est quand même plus sombre, ne serait-ce parce qu'en France il a été interdit au moins de 12 ans, alors que le premier était interdit au moins de 10 ans, donc même les thèmes sont un peu plus sombres. Moi je trouve que les deux films sont vraiment en opposition l'un avec l'autre. Ouais, il y en a un qui est bien et l'autre qui est mauvais. Non. Mais par contre c'est particulier parce que je trouve justement que le premier est beaucoup plus flippant. Il y a des scènes qui sont beaucoup plus marquantes au niveau de la terreur, qui jouent vraiment sur la terreur, et même qui va se rapprocher à certains moments de l'horreur, là où celui-là ne s'y approche pas du tout. Donc c'est quand même interpellant de se dire que c'est interdit au moins de 12 ans. Un budget de 73 millions avec une campagne marketing de 250 millions, dont 70 partenaires. Ouais, c'était l'époque où t'avais les films dans les paquets de céréales, dans les trucs du McDo, dans les verres à moutarde et partout. C'était partout. Tu te rappelles Jurassic Park, c'était genre mais partout, quoi. Ouais. C'était sans parler de tous les produits dérivés, des machins, c'était incroyable, quoi. Un box-office de 620 millions, qui est quand même moins bien que le premier, mais ça a été le plus gros week-end de démarrage de tous les temps, jusqu'à la sortie d'Harry Potter en 2001. Sauf que le problème, c'est que le deuxième week-end, c'était pas ça, quoi. Voilà. Très mal reçu par la critique, avec un score de 53% sur Rotten Tomatoes. J'étais un peu choqué. Je savais qu'il n'était pas apprécié, mais je me suis dit peut-être à la sortie, comme c'était la suite. Souvent, les suites à la sortie, tu vois, quelquefois, c'est bien reçu. Et là, c'est triste, quoi. Il l'attendait au tournant après Schindler. Il disait il est enfin mature, tout ça, et qu'est-ce qu'il va nous faire chier avec ses conneries pour enfants Qu'est-ce qu'il a joué aux dinosaures? Alors que pour lui, Spielberg, il est tout aussi sérieux quand il fait Jurassic Park que quand il fait Spielberg, quand il fait Schindler. Une seule nomination aux Oscars pour les effets spéciaux, pas de victoire. Alors, pourtant, quand même, quoi. Il y avait quoi à l'époque, en 97? Independence Day, non? C'était avant. C'était avant. Okay. Ouais, c'est avant. Ouais. Ça, justement, en fait, c'est Emmerich qui est arrivé, qui a pris un peu la relève de Spielberg pendant ces 4 ans. C'était peut-être 96, Independence Day. Parce qu'il y avait déjà les bandes annonces de Godzilla quand. Men in Black. Et Titanic, ouais. 97, ouais. Ouais, Gattaca, 5e élément. S'il y avait Titanic, c'est un peu normal que Titanic gagne, en effet. Par contre, 3 nominations au Razzie. Ouais. Je pense pas que Spielberg, ça a dû lui arriver souvent, mais en même temps, les Razzies, c'est de la grosse merde. C'est vraiment le pire du pire, quoi.
Là, mais c'est pas mérité, là, ils viennent faire hein. une catégorie juste pour se foutre de la gueule de Bruce Willis et ils font moins les malins maintenant. Donc, bien fait pour leur gueule. Ça se retourne contre eux. Voilà, très bien. exactement. Bah, c'est Verhoeven qui a été nominé, je sais pas combien de fois, au Razzie à chaque fois. Mais lui, il y allait, non? Oui, il y allait, il a récupéré son. Ils y vont quelquefois. Il y a Sandra Bullock qui y allait, il y a Halle Berry qui était allée. Je trouve ça très bien. Halle Berry, elle était Ouais. allée avec son Oscar, quoi. Ça, c'était plutôt la classe. Classe, c'est tellement classe. Il faut être fier, je pense, de ce genre de récompense, quoi. Je propose qu'on aille à Isla Sorna pour parler dinosaures. Allez, c'est parti. 4 ans après les incidents d'Isla Nublar, des riches décident de passer leur après-midi à la plage. Et franchement, bah voilà, il leur arrive ce qui devait leur arriver, puisque la bourgeoisie doit mourir. Leur fille va se promener et tombe sur des compis qui sont tout mignons, mais c'est un peu le pire cauchemar au monde quand tu réfléchis. C'est un peu comme s'il y avait plein d'araignées qui te sautaient dessus. Hein. Enfin, tu vois, C'est pourquoi tu dis ça en te regardant. c'est vrai que Horrible. j'ai pas fait exprès. Putain, j'ai fait un rêve comme ça cette nuit en plus. Et ça, je me suis réveillée parce que j'ai rêvé que j'étais attaquée par plein de bestioles, dont des énormes punaises. Je ne sais pas pourquoi. Et ça me revient Quelle maintenant. horreur. Incroyable. Je me suis réveillée à Quelle 5h du horreur. matin en Ça sueur. vient de C'était te horrible. revenir. Horrible. C'est pas les punaises de lit qui t'attaquent pendant la nuit. Non, non, moi, chez moi c'est très propre. C'est mais... non, non, c'était une grosse punaise verte. Horrible. Vous aimez bien les petits compis? Oui. Ils sont trop mignons. Ah ouais, à fond. Dans le premier livre, c'est eux qui tuent John Hammond. Et surtout, ils ont un petit poison, en fait. Un venom qui permet d'engourdir un peu les gens et de les faire s'allonger et dormir, en fait. Et comme ça, eux, ils bouffent. Et ça, ils le montrent pas vraiment dans le... Ils le montrent pas vraiment, mais j'ai regardé la série d'animation Jurassic World. Je sais pas s'il y a des gens qui regardent ça. Non. Non. C'est sur Netflix et c'est sur un groupe de jeunes qui sont à Jurassic World quand les événements du film se produisent et qui se retrouvent à devoir vivre sur l'île. Et je trouve que c'est une meilleure idée que la plupart des films qu'on a eus. Et au final, et on nous dit que les compis ont donc des poisons et ils font des références aux livres, beaucoup plus de références aux livres dans la série que dans les films. Et voilà, c'était l'instant paléontologie. Ouais, parce que là, les compis, c'est Merci. c'est un peu plus comme des espèces de petits piranhas. Ils t'attaquent Voilà. très nombreux et en fait, jusqu'à ce que tu puisses plus te relever. Et, Surtout quand ils attendent que l'autre se retourne pour attaquer, ça c'est tout à fait... Les chats font ça par exemple. Mais justement, je trouve que cette scène, elle marche. Enfin, en tout cas, l'attaque, elle marche super bien parce qu'au début, on est là, oh, c'est mignon, ces petites bestioles. J'en ai vraiment en plein dans la mignonitude. Et puis, tu te rends compte, bah, mignon, oui, mais agressif, quoi. Et donc, on passe de deux émotions très, très différentes en une seconde. Je trouve que ça fonctionne super bien. Bah, c'est un gros hommage aux oiseaux, hein, pour le coup. Aussi, ouais. Cette scène. Ouais, complètement. Et, de toute façon, c'est des oiseaux. Ils ont Oui. des plumes dans la vraie vie. Et, Voilà. et la petite fille leur dit Vous êtes quoi? Vous êtes des oiseaux? Ouais. C'est vrai que c'est ceux qui ressemblent le plus à des petits oiseaux quand on réfléchit. Genre des petits poulets, quoi. Tu leur mets un petit bec. Ouais. Et, Les bruits, c'est des bruits d'oiseaux, pour le coup. ouais. Comme le dilophosaure, ils ont un peu le même genre de bruit. Là. Ils roucoulent un peu. Ouais. On coupe sur Jeff Goldblum qui baille. Voilà. Meilleure transition ever. Ouais, meilleur La petite raccord. transition sympa. franchement, Cri, bâillement. Mais moi, je trouve ça. Enfin, pour le coup, je trouve que. Blague. Non, mais tu vois, je trouve que le début est quand même assez sombre et annonce un peu l'intention du film, quoi. Et parce que déjà, je crois, je crois que t'as le logo Universal et puis t'as un long moment de noir. Ouais, 25 secondes de Ouais, où t'as juste le bruit de la mer et tout. Et déjà, tu vois, moi, quand j'avais oublié qu'il y avait ça, quand j'ai revu le film, je me suis dit, bah, j'ai un bug, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas d'image, mon DVD marche plus et tout. Et après, déjà, au bout de 5 minutes, t'as une gamine qui se fait attaquer. Sur le moment, tu sais pas si elle est morte ou pas. Et ça enchaîne sur la mère qui crie et Jeff Goldblum, enfin, Ian Malcolm qui baille. Humour noir. C'est quand même, ouais, mais voilà, ça donne quand même un ton hyper différent du premier. Et après, on adhère ou pas, mais je trouve que c'est au moins une tentative de faire autre chose, quoi. Je trouve qu'après cette scène, le film a un peu de mal à se lancer. Ouais. Tu vois, Ouais, à trouver une vraie bonne raison déjà de retourner sur une des îles. Une très bonne raison d'envoyer Malcolm sur une des îles, la dernière personne qui, dans le premier, t'imaginerait retourner, tu vois, sur l'île. C'est vraiment la dernière personne. Ben, la raison, c'est encore que les êtres humains sont cons et ne tirent aucune conclusion des erreurs passées. Ouais, ou Vraiment. que sa meuf est partie. C'est ça la vraie raison. Ouais, puis c'est encore un Oui, truc mais qui... qu'elle est con. C'est encore un truc qui raccroche un peu avec une pirouette du genre ah ouais mais en fait ta meuf elle y est donc il faut que tu repartes et puis on nous apprend que ils se sont rencontrés parce que elle c'est une acharnée du truc et qu'elle l'a cherché dans tous les hôpitaux pour savoir si c'était vrai ou pas et qu'elle est tombée sur lui. Enfin c'est vraiment le truc tu sais que lui dit John Hammond en mode c'est vraiment un truc de scénariste de ah non mais en fait tu te rappelles elle a fait ça. Oui mais il le sait très bien en fait c'est juste pour l'apprendre au spectateur et je trouve ça Tu te rappelles avant le premier film, il y a eu ça. mais c'est trop ça genre tu te rappelles il s'était passé ça entre les deux films comme ça on raccroche les wagons et c'est un peu relou.
Et justement, maintenant, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, j'ai lu une anecdote comme quoi, justement, Sarah Harding, elle porte le même nom que le vétérinaire qui est dans le premier, et que du coup, éventuellement, ce serait sa fille. Enfin, il y a il y a des suppositions qui parlent de ça. Ça n'a pas été vérifié, mais il y a des petites anecdotes qui circulent. Celui avec sa moustache, là, le mec avec la moustache. Oui, c'est ça. En tout cas, il est marqué le vétérinaire Jerry Harding du premier film. Donc, j'imagine que c'est ce petit monsieur à moustache. Mais qu'en tout cas, ils essaieraient aussi de rattacher les wagons avec ce personnage-là. Ian Malcolm a écrit un livre pour dire la vérité, mais il peut rien prouver car il a signé un contrat avec InGen. Et personne ne le croit, en gros. Je le trouve, comme on disait, Goldblum est calme. Il est un peu éteint, quoi. Ouais, et on peut le comprendre. Après, il a vécu des... C'est ça, après, c'est peut-être un personnage qui a un espèce de syndrome post-traumatique après des événements, je sais pas, quoi. Ça marche pas avec Goldblum, je trouve. Faut toujours qu'il ait le sourire de coin, sinon ça fonctionne pas, tu vois. S'il a l'air triste, son potentiel n'est pas exploité, tu vois. Pour le coup, il est vraiment utilisé comme cynique et blasé, en fait. Mais ne serait-ce que cette transition dont on parlait, c'est vraiment ça. Hein. C'est quelqu'un qui regarde, et lui qui regarde, et qui bâille devant ce qu'on vient de voir. Donc c'est vraiment... t'as l'impression que c'est Spielberg qui te dit, voilà, il y a 4 ans, on s'émerveillait devant les dinosaures, et maintenant, on voit une attaque de dinosaures, on n'en a plus rien à foutre, et on bâille. Et en fait, le cri de la mer se transforme en le bruit du métro qui arrive, et c'est comment transformer l'exceptionnel en ordinaire. Et moi, je trouve cette transition, vraiment, c'est le principe même du film, en fait. Ils font un truc assez similaire dans Jurassic World. Quand les enfants sont sur leur téléphone, quand il y a le T-Rex qui arrive, maintenant, on n'est plus étonné par le T-Rex, ça nous fait plus rien. Donc c'est vrai que c'est un truc qui revient. De toute façon, Jurassic World a tout pompé sur le monde perdu, hein, toutes ces thématiques sur le centre abandonné qui revient à la fin, c'est la même chose, les militaires, enfin, c'est vraiment tout pompé sur le monde perdu. Mais non, je pense que ce serait intéressant justement d'analyser la vision de la société et la vision de la technologie des médias, etc., en fonction de Jurassic Park et des différentes époques, parce que chaque fois, ça amène vraiment justement une vision bien particulière. Voilà, il y a matière d'analyse. Vous avez signé une clause de confidentialité avant d'aller sur l'île qui vous interdit expressément de parler de ce que vous avez vu. Vous avez violé cette clause. Oui, je l'ai fait. Et vous avez menti. Vous avez dénaturé les faits en cachant la mort de 3 personnes. Vous avez gavé le public de fausses informations. Ce qui m'a fait passer pour un dingue et a été très néfaste pour ma carrière. Nous avons offert de très généreuses compensations pour les préjudices causés. C'est un pot de vin et une insulte. Donc Malcolm a été convoqué par John Hammond. On voit les enfants qui ont grandi. Et dans une des premières versions du script, ils avaient un plus grand rôle et allaient sur l'île avec Malcolm. C'est bizarre, encore une fois, pourquoi ramener ça? John Hammond qui veut plus de ses petits-enfants, qui dit tiens, on va les envoyer avec les dinos. Ce sera pas la première fois qu'il essaie de s'en débarrasser. Aller en classe verte. En fait, il y a eu plusieurs versions du scénario du film, et dans une des versions, les enfants devaient revenir vraiment comme personnages centraux du film, et notamment aller sur l'île, mais ça a été éliminé, et là c'est super triste de voir juste qu'ils apparaissent, et puis qu'ils sont éliminés comme ça en contre-champ, comme des malpropres, et qu'il y a juste une petite photo des deux dans la chambre de Malcolm, d'Hammond, ou en tout cas qu'il présente la photo, et photo qui a été tournée en plus sur le tournage du premier film, mais voilà, normalement il devait avoir beaucoup plus d'importance. Ouais, t'as vraiment l'impression qu'on les coche histoire de dire vous vous rappelez, vous les aviez bien aimés, ils sont là, mais en fait ils sont pas là. L'acteur qui joue Timmy a une petite carrière, hein, mine de rien, maintenant. On le voit dans pas mal de films. Hein. Mais dans le film sur le groupe là, putain, genre... Au secours. Les Beatles Non, mais non. Ah, Queen, il est dans Bohemian Rhapsody. Oui, voilà, il joue, je sais plus qui dans Bohemian Rhapsody. Ouais, il joue dans Bohemian Rhapsody. Donc c'est pour dire, il a encore une carrière. Alors qu'elle a arrêté il y a déjà pas mal de temps, je crois, l'actrice. Le neveu de John Hammond est là. Il gère InGen désormais et c'est plus ou moins un alcoolique. Hein. Il passe son temps à picoler pendant tout le truc. Et d'ailleurs, quand il fait sa présentation, il a l'air complètement bourré. Là, quand il fait sa présentation au mec, alors on va mettre un amphithéâtre avec un T-Rex dedans. Côté, faut être bourré pour avoir ce genre d'idée, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Et ça, j'avais jamais remarqué avant. Et je me demande si c'est pas parce que je vois le film en VO pour la première fois et que le mec joue vraiment le mec bourré en VO, alors qu'en VF, je crois pas qu'il a l'air. Ouais, parce qu'en VF, ça m'a pas. Bah ouais, et en VO, on le voit, il a toujours une flasque en fait, et donc tu peux te poser la question, mais c'est vrai qu'il y a des moments dans le film où il est là genre... Ah mais tu voyais le film en VO? C'est trop drôle, parce que j'ai l'impression que c'est le genre de film que tout le monde voit en VF, parce qu'on les a tous vus à 10 ans. Non, mais moi je sais grandir. Je crois que je l'ai vu. Je me sens personnellement attaquée là. Donc Hammond nous explique qu'il y a un site B qui s'appelle Isla Sorna, où les animaux étaient conçus avant d'être envoyés dans le parc, ce qui ne tient pas vraiment debout avec ce qu'on voit dans le film, puisque les animaux, on les voit être conçus sur Jurassic Park, puisqu'on en voit un être quand même dans Jurassic Park.
Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne raison? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est arrivé au fait à l'île d'origine? Il n'y a plus d'animaux dessus? Ils sont tous morts à cause de l'enzyme, là, ou je sais plus trop quoi? Bah, la lysine, Ouais. normalement, ils étaient censés mourir au bout d'une semaine sans lysine, et il y en aurait sur... avec, Sur Ouais, mais l'autre, il y a du soja. ce serait bizarre qu'il y en ait sur une île et pas sur l'autre. Enfin, je sais pas. Ouais, surtout que c'est 2 îles côte à côte. Bah oui, c'est ça. Bah, mais c'est une île qui est vraiment hyper différente parce que pour le coup, rien que les C'est lieux tourné de tournage, c'est tourné en Californie. Ouais. c'est tourné en Californie justement pour être au plus près de la vérité, parce que les dinosaures, ils habitaient pas du tout dans des trucs tropicaux, mais Parce beaucoup qu'ils plus voulaient dans des aussi le trucs faire en tempérés. Nouvelle-Zélande et que c'était trop cher. Hein. C'était aussi ça la raison. Oui, mais même la Nouvelle-Zélande, c'est pas du tout un pays tropical. Non, Et ça ressemble pas. Ouais. Ça ressemble pas, et ça ressemble, et apparemment paléontologiquement c'était vraiment dans ce genre d'ambiance là, beaucoup plus que sur les trucs hawaïens du premier. Ne serait-ce que en fait dans le premier c'est normal parce que c'est un zoo, c'est pas leur milieu naturel, et donc là le but c'était vraiment de faire un truc beaucoup plus proche de la réalité, et donc de le faire dans quasiment milieu naturel. Je trouve que ce début, en fait, un des grands problèmes aussi, c'est que ça se passe sur le continent, le début. Mhm. Alors que d'habitude, on est direct. Enfin, soit on voit l'avocat aller voir. On voit le Costa Rica, on voit que ça à chaque fois. Ou alors on voit un moment Alan Grant aller venir se chercher. Mais on voit. Là, ça commence avec le métro, le manoir. Bah, il y a les compis. Ouais, mais bien sûr. Mais je parle plutôt du. Ouais. Voilà, du vrai premier acte, tu vois. Tu vois, pour moi, ça m'évoque justement plutôt le bouquin d'Arthur Conan Doyle, Le Monde perdu, où là aussi on commence justement dans Londres ou l'Angleterre victorienne, et il y a toute cette préparation pour aller sur l'île, etc. Et vu que le film est un peu un hommage à ce bouquin, à mon avis, ils ont voulu justement ressembler à ça. Ouais, je vois ça, mais je passe peut-être l'exécution qui est bizarre. En fait, moi, un de mes plus gros problèmes avec le film, c'est vraiment le premier acte. Je trouve qu'il est complètement cassé, le premier acte. Il est super mou. Là, il est super long. La manière où on nous introduit les personnages, ça fonctionne pas. Bah, c'est vachement. En fait, t'as beaucoup de discours, on te montre pas grand-chose. Voilà. Et t'as beaucoup de mais tu te rappelles, il s'est passé ça. Du coup, t'as signé des papiers. Tu sais, c'est vraiment. Et la lysine et le ouais, machin. C'est vraiment. Si vous avez raté le début, et t'as tout un résumé qui est dit par les personnages, et du coup, bah oui, il se passe pas grand-chose. C'est pour ça que ça aurait été plus logique de faire un personnage original, qui est pas John Hammond, que ce soit vraiment un truc vraiment original. Parce que c'est un peu ça le problème. Dans le 3, ils vont nous traîner Alan Grant jusque dans l'île, et là encore une fois, ça ne fonctionne pas, tu vois. C'est pas parce que t'as un des personnages du premier que c'est bien. Là, c'est encore hyper méta, tu vois, que dans le prochain, là, j'arrête pas de voir la bande-annonce au ciné, et tu vois qu'ils traînent tout le cast du premier film. Ils ont sorti du formol. Ouais, et que tu dis que ça risque de pas fonctionner non plus, quoi. Ça n'a aucun sens en plus. Bah, ils refont les scènes de Jurassic World, ils ressortent la moto avec les raptors et tout, c'est vraiment, ça fait une ressucée de tous les autres. Elle me fait peur, cette bande-annonce. Je connais quelqu'un qui a vu le film. Et donc ? C'est une abomination. Il m'a juste dit ça. Ouais, c'est triste parce qu'on pouvait se dire peut-être, mais après t'as vu que c'était Trevorrow et tu fais bon bah oui. Voilà, on est mal barré. Je sais pas, en vrai, je sais pas qui y croit, hein, ou qui y croit. Ouais. Donc les dinosaures vivent en liberté depuis 4 ans et John Hammond veut des photos des dinosaures pour les sauver, soi-disant. Et en fait, la paléontologue qui a été envoyée est la copine de Ian Malcolm, et il était même pas au courant, ce qui est un peu étrange quand même. Quand ta meuf disparaît, tu peux te demander où elle est quand même. Mais ça c'est pareil, elle lui dit une fois qu'ils sont sur l'île, elle lui fait ouais mais je suis la petite amie parfaite, je voyage beaucoup, on se voit pas trop, t'es contente, t'es tout seul, machin. Je te l'aurais dit. Ouais, si en fait je te mets en danger, c'est parce que toi une fois t'es pas venu t'es pas venu à un dîner avec tes parents, t'es même pas venu. Les raisons magnifiques, quoi. En fait, on dirait pas que les gens ils sont dans une situation où dans le premier on pouvait tous croire qu'ils étaient alertes, tu vois, genre tout le monde était aux aguets, c'était genre c'est affreux ce qui se passe, alors que là pendant tout le film on dirait qu'ils sifflotent les gens. Il leur arrive des trucs affreux, ensuite ils font de la gymnastique et ensuite ils sifflotent et il leur arrive un nouveau truc affreux. Enfin. Ouais. Il y a vraiment un souci au niveau de l'écriture des personnages. Hein. C'est sûr que c'est pas des personnages qu'on pourrait rencontrer dans la vie de tous les jours. Enfin, ou alors ils seraient vraiment totalement cons. Mais c'est compliqué. Mais vraiment, là, on a une exposition juste pour nous expliquer pourquoi est-ce que Jeff Goldblum doit être sur l'île. Et voilà. Et donc, dans l'équipe, il y a Vince Vaughn, qui est photographe, qui a été choisi par Spielberg lorsqu'il a vu Swingers, parce qu'il devait approuver si la musique de Jaws pouvait être utilisée dans le film. Et il a vu Swingers et il a fait je veux cet acteur, et donc il a été chercher Vince Vaughn qui a exactement la même gueule maintenant.
Ouais, c'est fou. Hein. Il vieillit pas. Là, je crois qu'il était déjà vieux, en fait. C'est ça le truc. Et moi, je trouve vraiment qu'il est en sous-jeu total. Ah, oui. Enfin, je sais pas ce que vous en Il fait pensez, ça tout mais le temps. même expression faciale pendant tout le C'est film. visuel, ouais. Oui, il fait Pas ça pendant stressé. tous ses films. Ouais, il est toujours comme ça. Ouais, blasé, c'est vrai. le mec super blasé. Oui, mais il raconte moins de conneries dans Lost World. Ouais, bah oui, parce qu'il est pas casté vraiment comme un ressort comique dans celui-là, étrangement. C'est pas vraiment le gros ressort comique du film, quoi. Tous les personnages sont des ressorts comiques, en fait, c'est ça le truc. Ah ouais. Voilà. Donc il y a aussi la fille de Malcolm qui est là, parce qu'il faut au moins un enfant dans le film. Ah bah sinon, Voilà. Spielberg s'autodétruit. Hein. Non, mais puis même c'est Jurassic Park. C'est vrai qu'il y a un manque d'enfants dans les Worlds. Ah bah non, il y a un clone. Mais après, dans le premier, tu pouvais un peu t'identifier. Tu vois, t'avais une ado et un petit garçon. Et là, en fait, t'as ce personnage-là pour, je sais pas, essayer peut-être de raccrocher un peu les enfants. Mais je sais pas, moi, quand j'étais petite, je me suis jamais trop identifiée parce que tu la vois pas, elle fait que des conneries. Elle est pas... Alors que les autres faisaient soit avancer, soit il leur arrivait des choses où ils étaient vraiment en danger. Et là, en fait, t'as l'impression que ouais, elle est là pour encore cocher un truc, quoi. Bah, en fait, moi j'ai plutôt l'impression qu'elle est là juste pour servir le discours de Spielberg parce qu'il y a tout le truc avec la parentalité, l'éducation et pour le coup je la trouve super intéressante en tant que juste pour cocher effectivement la case, il va se passer exactement la même chose chez les dinosaures et chez les êtres humains. Et moi c'est ça que je trouve intéressant pour le coup dans l'écriture et la mise en scène, même si c'est fait à la truelle. C'est le défaut de parentalité qu'on a au début, qu'on va retrouver tout le long du film en fait. Au début, la gamine, elle se perd sur la plage parce que ses parents n'avaient rien à faire et il se chamaillait sur son éducation où le père dit laisse-la faire ce qu'elle veut. Ensuite, il y a cette histoire entre Malcolm et sa fille. Il y a les stégosaures avec leur enfant. Il y a Hammond et son neveu. Il y a les T-Rex et leur bébé. Les gens à San Diego aussi, le couple avec les à la enfants. fin justement. Et pareil, ils s'engueulent sur l'éducation des enfants. Et c'est que un film en fait sur la filiation et qu'est-ce que c'est qu'un héritage, qu'est-ce que c'est qu'une éducation. Et comme le T-Rex à la fin, il pousse son bébé à tuer le Ludlow, le neveu de Hammond. Pour moi, j'aime bien le parallèle avec le premier où on découvre ce que c'est que d'avoir des enfants. Et en fait, dans le 2, c'est qu'il y a vraiment une suite, une filiation. Et qu'est-ce que c'est que de les éduquer. Et rien que ça, je trouve intéressant dans le... C'est marrant hein, ce que tu dis parce qu'en fait, on peut mettre ça en rapport aussi avec les effets spéciaux dont on parlait tantôt. Tu vois, je découvre une nouvelle manière d'utiliser la technologie et puis après, qu'est-ce que j'en fais ? Complètement. Tu vois, c'est un peu le bébé, comme si c'était le bébé de Spielberg, quoi. C'est tout le pour moi c'est ça hein, il va essayer en fait d'aller sauver son film des griffes de la Universal, un peu comme Malcolm va essayer d'aller sauver Sarah sur l'île. C'est une espèce de sauvetage un peu à l'arrache où avant c'était Spielberg était Hammond et cette fois-ci Spielberg et Malcolm. Il y va un peu dépité pour essayer de sauver ce qu'il peut. Mais il kidnappe le film à la fin du film, hein, de toute façon. À la fin, il fait maintenant, on va faire du kaiju, quoi. J'ai envie de faire du kaiju, on fait du kaiju, quoi, tu vois. Il y a un petit côté comme ça. Je veux faire King Kong, on fait King Kong, quoi. Ouais. C'est ça le délire, quoi. C'est vrai qu'en plus, la fin, on y reviendra sûrement après, mais c'est vrai que la fin, elle n'était pas prévue comme ça. Lui, il voulait la faire comme ça dès le début, et puis il a réussi à. Personne l'a écouté, en fait, à la Universal. Il a dit, moi, je veux faire la fin à San Diego depuis quasiment le premier jour de tournage. Et au bout du 50e jour, on l'a finalement écouté, alors que lui, en fait, il pousse tout le film jusqu'à ça, sauf que ça fonctionne pas parce que comme c'est pas assuré par les équipes derrière, la transition entre les deux, ça fait vraiment deux films différents. Mais moi, j'aime beaucoup cette fin. Mais Jurassic World Fallen Kingdom, exactement. En fait, on disait peut-être qu'il ressemble aux deux, mais ouais, après avoir vu The Lost World. Il y a tout le début, il faut aller sur l'île pour sauver les dinosaures. Ensuite, on les ramène sur Terre, il se passe des problèmes, il y a des soucis. Et ça finit avec, il faut les laisser en liberté, les dinosaures, en fait. Tu vois, il y a vraiment... ils ont vraiment copié les deux premiers films jusqu'au bout. Alors, j'ai vraiment peur pour le troisième. Ouais, là où pour moi, tu vois, par exemple, j'imagine que vous en parlerez, mais dans Jurassic World Fallen Kingdom, et dans justement The Lost World, on est dans le film de monstres, et dans l'hommage au film de monstres. Là où dans The Fallen Kingdom, on est dans l'hommage au film type loup-garou.
notamment avec cette espèce de bestiole comme ça dans un manoir. On voit les griffes. Enfin, voilà, on est vraiment dans cet hommage-là, limite loup-garou, vampire, etc. Là, on est clairement, comme on disait précédemment, l'hommage à King Kong. Donc, en fait, ça fait appel à un bestiaire, mais un bestiaire différent, mais un bestiaire assez ancien et issu de la littérature. Bah, t'as dans Fallen Kingdom un truc qui est marrant, c'est que un peu comme dans Lost World où t'as Spielberg qui s'oppose à la production, dans Fallen Kingdom il y a la même chose où il y a Bayona qui fait son film dans son coin et Trevorrow qui a écrit un autre truc qui est complètement différent. Et je trouve ça cool pour le coup. J'aime beaucoup Fallen Kingdom. Pareil dans son imperfection complète où t'as deux trucs différents qui se choquent avec et qui fait un film monstrueux. Il y a bien Eddie, niveau personnages qui sont cool, mais il se fait bouffer par les T-Rex alors qu'il a rien fait de mal. Il aide tout le monde et tout, il est super sympa. Mais ça aussi, c'est un truc qui montre que le film est vachement plus sombre, où t'avais plutôt les méchants qui étaient punis et tout. Et là, le mec, il fait tout ce qu'il peut, il rampe dans la boue, il leur lance des cordes, des machins, il essaie de tracter le truc et tout, et il se fait manger. Et c'est encore pire que Gennaro, parce que Gennaro, lui, se faisait manger par le T-Rex, mais quand il était sur ses toilettes. Ouais, puis c'est un avocat. Et voilà, on pouvait, tu vois, mais là, il se fait manger. En plus, la scène, elle est assez longue. Il est vraiment... tu crois qu'il va s'en sortir parce que d'abord il mange le toit de la voiture, après il y a l'airbag qui sort, lui il essaie de rattraper il bouge le levier de vitesse, il essaie de rattraper son flingue et tout, ça dure assez longtemps et au final il se fait manger et il se fait couper en deux par les T-Rex qui se le disputent. Lui c'est vraiment le mec qui méritait pas ça. Ah ouais, c'est trop triste. De toute la saga, je pense que c'est peut-être celui qui méritait le moins de crever, vraiment. Il y en a 2-3 à San Diego qui se promenaient dans la rue et qui se font bouffer. Bon, ouais. On les connaît pas. Mais ouais, on les connaît pas exactement. C'est magnifique. Oh oui, ça commence toujours comme ça. Et puis après, il y a les sauves qui peut, et puis il y a des hurlements. Le neveu d'Amande a envoyé des militaires sur l'île pour kidnapper des pauvres dinos. Et on a le regretté Pete Postlethwaite, qui a un nom que j'arrive jamais à dire, qui incarne Roland, qui gère l'équipe et qui veut chasser du T-Rex. On voit un joli Pachi, là, comme je vous le disais, un de mes dinos préférés. Est-ce que vous aimez bien l'autre thème du film ? Parce qu'on parlait des liens familiaux, tout simplement. Il y a aussi un autre thème, c'est les chasseurs contre les chercheurs. C'est aussi le gros thème du film. Les appareils photo contre les guns. Voilà, exactement. Vous aimez bien ça, que ce soit parti dans cette direction ? Mais oui, je trouve que là, on est vraiment même au niveau de la protection de l'environnement. C'est clairement un film très écologique. On peut mettre ça en parallèle aussi avec la gestion de la chasse, ici au niveau de nos propres animaux. Donc c'est super intéressant, bien traité. Je ne sais pas, ça va peut-être pas assez loin. En tout cas, c'est pertinent. Mais t'as des vraies questions qui sont posées sur le droit des animaux, en fait. Quand je sais plus quel personnage dit qu'on n'a pas le droit de leur faire ça, il dit je crois que c'est Ludlow qui répond une espèce qu'on a ramenée à la vie n'a aucun droit, elle existe parce qu'on l'a fait exister. Et en fait, c'est les mêmes questions que tu te poses aujourd'hui sur les animaux d'élevage, ils ont aucun droit parce qu'on les élève quasiment de la même façon que. On les crée, quoi. Ou tes enfants, tu vois, c'est pareil. Oui, c'est à peu près pareil. Fais ce que tu veux avec, tu les as créés. Vraiment, t'es pas censé les manger, mais... et même le côté du toujours plus, justement, ce chasseur qui veut chasser toujours plus, il chasse des énormes, des fauves, là, il veut s'attaquer aux dinosaures, on est toujours dans une surenchère, quitte à sacrifier complètement nos valeurs et la vie. Et c'est ce que lui dit le personnage de Vince Vaughn, qui lui dit, il y a un prédateur qui réapparaît, je sais pas combien de millions d'années après, et toi, ton seul truc pour t'exprimer, c'est de le buter, quoi. Lui, le personnage de Roland, il fait vachement penser aux chasseurs un peu colonialistes sur les bords qui vont en Afrique pour chasser du lion. Oui, c'est clairement le même délire, quoi. Sauf que là, c'est le méga prédateur. Le méchant dans Jumanji, un peu. Oui. Mais c'est marrant qu'il est traité de manière assez touchante, tu vois. Je sais pas, mais il est touchant. Il s'en sort à la fin et tout. Ouais. En plus, c'est peut-être parce qu'il est, en effet, il est dur, il est dans son truc, mais il reste avec une sensibilité quand même et il est quand même sensé dans ses actions. Donc c'est intéressant comme de traiter un personnage de cette manière. Puis il y a une scène coupée où il est montré, il est pas du tout montré comme un sale type, où c'est une scène où ils sont, je sais pas, dans un bar. Dans une espèce de truc où il y a des mecs qui emmerdent une des serveuses et donc il va un peu la sauver et il s'embrouille avec le gars, il lui dit si tu veux te battre vas-y et tout, et le mec dit je peux te battre avec une main dans le dos, enfin une main attachée, et c'est lui qui se fait attacher la main et qui défonce le mec à une main et il est un peu vu comme le héros, donc il est pas montré en fait comme le méchant chasseur qui veut juste buter du dino, quoi. Justement, moi dans mon esprit c'était un vrai méchant, c'était un gros méchant du film, mais en le regardant
on voit que plus il avance et plus il veut même plus tuer le T-Rex en fait. Il veut juste remplir son contrat et se barrer en fait. C'est tout ce qu'il veut. Et d'ailleurs le fait qu'il s'en sorte à la fin, c'est très étonnant d'un film comme ça, parce que c'est un peu censé être c'est pas le méchant, mais c'est le bras droit du méchant quand même dans le film. Et au final, il s'en sort, alors que par exemple le pauvre machin là, qui s'est fait bouffer par les T-Rex, tu vois, là c'est pas pareil. Mais c'est pour ça qu'à mon avis, les vrais méchants du film, c'est pas justement les chasseurs, c'est plus les bureaucrates. Ouais, c'est le neveu d'Amonde, hein, tout simplement. Oui, parce que lui, pour le coup, il se fait bien manger. Ah oui, lui la mort finale, voilà, le final boss, quoi. Bah, c'est la grosse différence entre le 1 et le 2, en fait, où le 1, c'était quasiment les dinosaures qui étaient les méchants, vu que les humains allaient sur l'île et ils se faisaient attaquer par les dinosaures. Il y avait Nedry quand même. Il y avait Nedry. Mais là, c'est exactement l'inverse, où c'est les humains qui vont sur l'île pour directement attaquer les dinosaures. Et en fait, il y a un truc dans la mise en scène que moi j'aime beaucoup, qui montre cette inversion par Spielberg, c'est que dans le premier, t'avais le T-Rex qui était filmé dans le rétroviseur. Et là, dans le 2, à la fin, c'est les employés de InGen qui sont filmés dans le rétroviseur. Donc c'est vraiment une inversion de la mise en scène du premier. Et ils sont deux, justement. Et tout le temps dans le film, tu vas avoir une idée de « je suis en train de faire une suite » où tu as une deuxième île, tu as un deuxième centre, un deuxième T-Rex, il y a 2 wagons sur la caravane qui est suivi par 2 voitures, tu as 2 raptors qui se battent, tu as le film qui ouvre sur 2 stewards qui ont 2 bouteilles de champagne, il y a 2 verres de champagne, il y a 2 côtes d'agneau dans l'assiette. C'est tout le temps des trucs sur « je suis conscient que je suis en train de faire une suite » et soit on en fait 2 fois plus, soit on partage pour avoir des trucs qui sont en opposition. Exactement comme en fait cette deuxième équipe qui est envoyée pour faire quelque chose de différent. Comme on en parlait au début sur le côté méta, où tu as Spielberg qui veut faire un film et tu as Universal qui veut en faire un. Et tu as toujours en fait cette idée de l'opposition, où Malcolm, lui, veut partir de l'île, Sarah, elle veut y rester. Il y a 2 espaces, tu as l'île Isla Sorna et il y a San Diego. Et même sur l'île, où il y a les dinosaures qui sont à l'extérieur de l'île et ceux qui sont à l'intérieur de l'île. C'est toujours 2 espaces et 2 mouvements qui vont se confronter l'un à l'autre. Et il y a même 2 Spielberg qui ont travaillé sur le film, mais on n'est pas au courant en fait. C'est que, ouais, il y a son double maléfique. Roger Spielberg, je sais pas ce que c'est. Et James Goldblum. James Goldblum, bien sûr. C'était sa doublure, bien sûr. Peter, si vous voulez que j'organise votre petit safari, il y a 2 conditions. La première, c'est moi qui dirige. Quand je ne suis pas là, c'est Dieter. Tout ce que vous avez à faire, c'est signer les chèques, nous dire qu'on fait du bon boulot et ouvrir votre caisse de whisky quand on a eu une bonne journée. Deuxième condition, mes honoraires. Je vous les demande pas. Tout ce que je veux en échange de mes services, c'est le droit de chasser un de ces tyrannosaures. Un mâle uniquement. Comment et pourquoi, c'est mon affaire. Maintenant, si une de ces 2 conditions ne vous plaît pas, continuez seul. Et allez-y, établissez votre campement ici, ou dans un marais, ou au beau milieu d'un nid de T-Rex, ça m'est égal. Mais moi, j'ai trop fait de safari avec de riches dentistes pour écouter une fois de plus ces idées suicidaires. D'accord ? D'accord. Donc il trouve un bébé T-Rex et décide de le piquer à ses parents pour les attirer. Et en fait, le plan d'InGen, c'est d'emmener tous les animaux sur le continent pour les mettre dans un amphithéâtre minuscule. Et ils veulent prendre, je sais pas combien de dinos. Tous les dinos qu'ils trouvent, ils veulent les emmener dans le petit amphithéâtre minuscule. Mais en fait, là, t'as un truc hyper méta encore où tu sais, ils expliquent. En fait, je sais pas, je crois que c'est Ludlow qui explique aux actionnaires que on va profiter des installations existantes, on va profiter des dinos existants. Oui. En fait, on va faire du profit avec ce qui existe déjà. Et c'est un peu l'allégorie de ce que va faire la franchise à partir de là. De toute façon, c'est utiliser ce qui existe déjà et le déplacer ou le rebrander pour faire un nouveau truc. Mais c'est tout le temps la même chose, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le concept de Jurassic Park qui serait original et tout? Moi, j'avais... Il a une fanfiction. Ouais, attention, ouais, il a une fanfiction. Il y a 10 ans, j'avais écrit un truc quand j'avais 15 ans. Et je m'étais dit qu'il y avait les Chinois qui avaient récupéré justement l'ADN et qui avaient essayé de faire un truc et ça avait foiré comme les trucs made in China qui foirent. Mais c'était... C'est pas problématique du tout comme film. Et non, c'était à l'époque j'étais jeune. Et puis ils ont créé un virus et tout. Et en fait, ils l'avaient fait dans la terre et ça avait les trucs ils s'étaient reproduits et moi je voulais faire commencer le film en fait 30 ans après. Ah OK. Ouais. Les dinosaures sont sur le continent 30 ans après. Sinon, Jacques Chirac qui refait des essais nucléaires et ça crée ça attaque un iguane. Ah, bah, c'est Godzilla du coup. Hein. Ah, excusez-moi. Et là, on tombe sur quelque chose de tellement fantastique. Winslow relâche les dinosaures et récupère le bébé T-Rex. Et papa et maman Rex arrivent. Et là, on est à 1 heure de film.
Et on a enfin une scène intéressante. C'est fou. C'est la scène du camion, justement. Oui, voilà. C'est qui tourne autour. Oui. Là, voilà, c'est la scène la plus marquante du film. Je pense qu'on est tous d'accord. Oui, je pense que c'est... Voilà, c'est un peu universel, quoi. Mais c'est marrant parce qu'on a l'impression vraiment que tout le film a été créé pour cette scène-là. Pour ça et pour foutre le T-Rex sur San Diego aussi. Mais en fait, c'est vraiment... Là, tu vois que le film est vraiment un film catastrophe, en fait, parce que même si les T-Rex sont à l'origine de la scène, toute la scène d'action, elle se fait sans les T-Rex. En fait, c'est vraiment cette histoire du camion qui va tomber. Et c'est très, très long. Parce que t'as plusieurs moments. Donc, t'as l'attaque du T-Rex, t'as le moment où le pauvre Eddie se fait manger, t'as le moment où le truc tombe et elle se retrouve sur la vitre. Donc, t'as ce moment-là aussi. T'as le moment où ils sont tous attachés à la corde, ils remontent, ils retombent. Enfin, c'est vraiment assez long. Et c'est vraiment, pour le coup, un film catastrophe. C'est une scène qui pourrait arriver dans un film de tremblement de terre, j'en sais rien, quoi. Parce qu'en fait, si t'enlèves les T-Rex au début, c'est vraiment un film catastrophe. Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que même si les T-Rex sont clairement les assaillants, on est quand même en empathie avec eux. Parce que maternité, parce que paternité, parce qu'on comprend qu'ils viennent chercher leur petit. Et donc, même si, voilà, ils mettent à mal les personnages et les héros, on comprend. Et, enfin, je dis pas qu'on est d'accord avec ça, hein, qu'on balancerait nos ennemis comme ça dans une fosse, mais voilà, en tout cas, il y a quand même une empathie qui se fait avec les dinosaures. Mais de toute façon, c'est ça depuis le début. Jurassic Park, c'est des humains qui viennent faire chier des animaux qui ont rien demandé. Non, mais c'est vrai. Et du coup, j'étais forcément un peu en empathie en disant, en fait, on vient enlever leur bébé, ils ont rien demandé, quoi. Mais je trouve encore plus dans cette scène et dans ce film-là que dans le premier, en fait, ils foutent la merde, mais ils sont jamais vraiment véritablement en danger, les dinosaures. Et là, vraiment, avec la maternité, c'est encore plus renforcé. Oui, puis là, t'as une équipe de chasseurs qui veut littéralement les enlever et ou voir les buter. Donc, c'est sûr que c'est... Ils veulent un trophée. Ouais, voilà, ils veulent un trophée, donc tu les prends forcément en empathie, quoi. Imagine une tête de T-Rex empaillée chez toi. Faut un grand mur, quoi. Déjà, faut y aller, quoi. Je sais pas quel mur du monde n'a pas fait un truc comme ça. Faut un bon mur porteur. Oh, quelle horreur. Oh, mon Dieu. On sent que même si le cœur de Spielberg est moins dans le film, on peut être un peu tous d'accord pour le dire qu'il est un peu moins dedans. On sent que quand même il choisit une ou deux scènes et il fait ça, je vais m'y mettre à fond, quoi. Enfin, c'est des money shots, quoi. C'est vraiment, toujours peu importe ce qu'il va faire, il y aura toujours quand même un truc qui vaut le coup, quoi. Au moins une raison de regarder le film, quoi. Voilà. Là, c'est un money shot qui dure 20 minutes. Hein, c'est généreux. Ma partie préférée, c'est quand même Julianne Moore sur la fenêtre qui craque. Mais incroyable, cette scène, la tension qui est faite. Et ça a été repris dans pas mal de films, hein. Que ce soit dans des hommages purs et durs, que ce soit dans des parodies, mais ça a été vraiment fort repris après. Pour une fois dans ta vie, ça te tuerait de répondre au téléphone? Aidez-moi à sortir ce truc de là. Non, viens là. Maman est très en colère. Donc InGen récupère la team recherche. Et c'est vrai que j'ai pas parlé de Dieter, qui est le nihiliste, hein, bien sûr, qui se fait bouffer par des compis. Oui. Mais c'est pareil, lui aussi, il l'avait bien cherché, tu vois, parce qu'au début, quand ils arrivent sur l'île, il dit c'est quoi ça? Pourquoi il a pas peur de nous? Et puis il le tase en mode maintenant, il a une bonne raison d'avoir peur. Il joue toujours les gros psychos, lui. Enfin... de toute façon, il a un truc dans le regard. Dans le regard, il a un regard mort. Ouais. Et du coup, quand il se fait manger, il l'a bien cherché, quoi. Mais pareil, ça, c'est une scène. Ouais, quand il se fait manger, c'est une scène, moi, je m'en souviens vraiment aussi dans les scènes qui m'avaient marqué quand j'étais plus jeune, parce qu'il y a un côté un peu film d'horreur, un côté un peu horrifique, avec, tu sais, t'as une caméra un peu subjective qui adopte la vue des compis, qui avance vers lui et tout, et il y a ce côté-là qui est... Puis elle est un peu sanglante, même si on voit pas vraiment la mise à mort elle-même, on voit juste le sang après qui coule, parce qu'il est caché derrière un tronc et tout, mais elle dure un peu longtemps, cette scène, et un côté un peu horrifique, moi, qui m'avait marqué à l'époque. En vrai, sa mort aurait dû durer bien plus longtemps, s'il y a que des petits trucs avec des petites mâchoires qui te tuent, à moins qu'ils attaquent direct à une artère ou un truc comme ça. À mon avis, tu te fais bouffer, mais genre sur le long terme, quoi. Je pense que c'est très très long. Ça doit être affreux, quoi. Vraiment. On n'est pas dans du torture porn ici, hein, c'est pas le but. C'est bien dommage. Et justement, pour le coup, c'est ce que tu disais, il y a cette caméra en point de vue, et c'est là aussi où on voit l'inversement, où dans le premier film, c'était que des humains qui regardaient les dinosaures, et là, en fait, t'adoptes le point de vue des dinosaures rien qu'avec la caméra, tu sens, en fait, vraiment le shift dans la mise en scène, et ça fait partie des trucs que je trouve super intéressants, en fait, dans le film. Pour moi, c'est la deuxième lecture, en fait, qui me plaît plus que la première lecture du film. On avait parlé de ça quand on a fait la saga Alien. Je crois que c'est dans le 3 où d'un seul coup on voit le point de vue de l'alien.
Et ça nous avait un peu pris... Mais elle dure trop longtemps, cette scène. Ouais, en fait, on n'était pas habitué. Mais là, c'est tellement discret que tu le remarques presque pas, en fait. Il va pas te faire une scène de 10 minutes sur la vision du T-Rex où tu suis le T-Rex. Voilà, non, ce serait... Surtout que sa vision est censée être basée sur le mouvement dans ces films, donc du coup, ça risque d'être un peu morne. Il n'y a rien qui bouge. C'est une caméra de surveillance. On est chez eux, quoi. Enfin, je veux dire, on est sur leur territoire. Ils l'ont, ils l'ont habité. C'est pas comme dans le premier où là, justement, c'est plus le dinosaure qui débarque dans un territoire qui est plutôt humain et qui a mis en place pour les dinosaures. On est chez eux. Donc, c'est intéressant aussi qu'on se place de leur point de vue à eux, parce que finalement, c'est comme si c'était eux les héros et puis que nous, on débarquait comme ça un peu en schmette et qu'on venait vraiment foutre la merde. Je parlais justement tout à l'heure du T-Rex qu'on voit à travers les fenêtres, mais en fait, un autre problème que j'ai, c'est qu'on voit beaucoup trop le T-Rex dans le film. Et ça fait... C'est vraiment un problème ? Bah, je sais pas, en fait, je trouve que refaire le coup de la flaque, refaire ceci, refaire cela. Enfin, elle est discrète, la flaque. Il n'y a pas 1 milliard de trucs que tu peux faire avec le... Elle n'est pas discrète, la flaque. C'est une énorme flaque et on la regarde pendant... mais elle est en plan, plan super large. Mais ils font un truc cool avec le T-Rex. À un moment, il écrase un mec et il l'a collé, ça, c'est bien fait, collé sous la patte comme quand tu marches dans une crotte et qu'elle est collée sous ta chaussure. L'effet pratique et visuel, est vachement bien foutu. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où il y a la scène où il récupère l'enfant et tout, on devrait plus voir le T-Rex jusqu'à San Diego. Là, on voit trop le T-Rex entre les deux. Bah, t'as tout l'arc en fait de Pete Postlethwaite en fait il sert qu'à ça. Et puis il sert à rentabiliser les T-Rex parce qu'ils les ont construits beaucoup plus complexes. Je crois qu'ils pesaient 4 fois plus lourd que le. Combien de tonnes Ils font 8 tonnes. Et en fait ils ont fait bouger les sets. Ils ont construit les sets autour des 2 T-Rex. Les T-Rex ils bougeaient quasiment pas. Et surtout ils étaient tellement, c'était la minutie de la robotique, parce qu'en fait dans le film, et on s'en rend compte en le revoyant si on le sait, il y a 4 ou 5 moments où en fait il y a des T-Rex qui vont choper des gens, mais par une main ou un truc comme ça, et c'est que des effets pratiques, c'est pas du tout des CGI. Par les jambes et tout. Et par les jambes, par les mains, à travers la cascade, justement Eddie par la jambe, à la fin le de l'eau par la jambe aussi. Il y a plein de petits trucs comme ça. Quand il est à San Diego, il se retourne et il tape dans un panneau et il passe le panneau comme ça, et on voit que c'est un vrai panneau. Et de nos jours, ce serait pas un vrai panneau, on peut être sûr et certain. Bah, le bus mais aussi, ça rend tellement bien au final. Le bus, le mur de pierre quand il rentre dans le jardin, enfin, plein de petits détails comme ça où tu sais que ça se voit que c'est vrai, quoi. Et même la caravane, c'est pas fait en studio. Ils ont pris le parking de la Universal qui fait 30 mètres de haut et ils ont vraiment pencher une caravane dessus donc ils étaient vraiment au bout d'une corde en haut sous une caravane. Le seul truc qui est en CGI c'est les flammes en bas quand le truc tombe et s'écrase sous eux, mais sinon ça se voit par contre. Ça se voit. L'explosion CGI elle est bien moche. Elle passe à peu près, c'est le pneu qui remonte c'est dommage, il est vraiment trop. Mais sinon, sur les T-Rex, du coup, il y a quelques scènes où les T-Rex sont numériques. Et c'est très drôle parce que quand tu vois dans les bonus du DVD, pour que les acteurs courent et le T-Rex n'est pas là, puisqu'ils vont le rajouter après numériquement, du coup, il y a un mec qui se balade avec une espèce de pancarte avec une tête de T-Rex pour que tous les acteurs regardent au même endroit pour que ça ait l'air un peu cohérent et tout. Et c'est hyper drôle parce que tu vois tout le monde qui est terrifié et tu vois un mec qui se balade avec une pancarte de T-Rex et c'est mortel. Et en fait, moi, j'aimerais voir le film avec juste ces scènes-là où ils ont pas rajouter le T-Rex parce que c'est super drôle. C'est comme les scènes où... Merde, j'ai pas le droit de parler de ça. les scènes de tournage avec juste Jar Jar Binks avec sa tenue. J'aimerais juste voir l'épisode 1 avec juste le mec déguisé en Jar Jar Binks qui se promène comme ça. Ce serait magnifique. Quoi. Mais en vrai, je pense que là, on tient un super concept de suite de Jurassic Park. C'est un gars qui court avec sa pancarte. C'est des gens qui sont terrifiés. Moi, je veux voir ça. Vraiment, future trilogie basée là-dessus. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que le sang dans l'eau, ça revient 2 fois dans le... C'est pas un truc que je vois dans le premier ou quoi que ce soit. Il y a le moment avec les compis qui attaquent et là ça coupe ça coupe la scène avec le sang et pas la même chose avec la cascade. Et là encore, on a un personnage. Déjà, faut le dire, Sarah, c'est un personnage complètement con. Elle passe son temps, elle est au courant que le T-Rex a un odorat super aiguisé. C'est elle-même qui le dit dans le film et elle passe son temps avec la tenue. Ouais. Elle range ses crackers quand même. Oui, mais elle garde la tenue avec le sang. Elle a la tenue pleine de sang, ok. Jusqu'à ce que le T-Rex vienne dans la tente, quoi.
Là, par exemple, le mec, oh mon Dieu, il y a un serpent sur mon épaule, je vais aller me faire bouffer par un T-Rex. Je pense que tu réfléchis pas quand t'as un tricoréier sur Dans le bouquin, c'est il se fait mordre par un serpent et donc ça le fait sauter et donc il se fait bouffer par le T-Rex. Là, c'est plus oh mon Dieu, ah Je ne juge pas parce que je ferais pareil avec toutes sortes d'araignées et de bestioles. Le plus je préfère me faire mordre par un serpent que. Oui, mais sur le moment, je pense. En 2 minutes avec un tricoréie. Oui, puis je pense que sur le moment, tu le réfléchis pas forcément. Tu sais, c'est un réflexe, quoi. Oui, je sais. Tu sais, c'est comme les chats qui se retournent et tu leur mets une courgette derrière et ils sautent. Bah, moi, c'est pareil. Ils sont terrifiés. Tu sais, c'est juste que ça tombe bien. Tu vois, il y a un petit côté comme ça que il faut qu'il y ait un des mecs qui se fasse bouffer. Vas-y, il y a un serpent qui sort de nulle part. C'est pas de bol, quoi. Disons que tout le monde est un peu con dans ce film quand même sur les bords. Ça, c'est la dernière scène qu'ils ont tournée parce que c'est leur vrai T-Rex qu'ils ont fichu sous la cascade. Et en fait, comme dans le premier, il n'était pas waterproof. Donc, ils voulaient garder cette scène à la fin pour pouvoir mettre la cascade sur le T-Rex. Et au pire, s'il ne fonctionnait pas après, c'est pas grave. Ouais. Où est-ce qu'ils sont, tous ces trucs-là, maintenant ? Dans des musées, dans des trucs comme ça ? Écoute, moi je suis allée il n'y a pas longtemps au musée du cinéma à Lyon et j'ai vu tout un tas de dinosaures dans des espèces de salles protégées de restauration d'objets cinématographiques. Donc il y a tout un tas de trucs qui en tout cas est mis là-bas. Ok. Sa place, c'est dans un musée. Merci Harrison. Parfait. Non, n'allez pas dans les hautes-herbes. N'allez pas dans les hautes-herbes. Avancez, ne t'arrêtez pas. Tout le monde court dans les hautes herbes et les raptors vivent comme des Pokémon. Et c'est une boucherie, quoi. Voilà, faut jamais aller dans les hautes herbes, franchement. N'allez pas dans les hautes herbes. Je sais pas, moi dès que j'entends hautes herbes, je pense forcément à ça, quoi. À Pokémon ou à Jurassic Park ? Non, à Jurassic Park. Mais ils leur disent 2-3 fois non, n'y allez pas. Mais c'est clairement une des meilleures scènes du film, quoi. Ce moment-là, la tension, elle est tellement à son comble. On est limite avec eux dans les hautes herbes. Enfin, vraiment, je pense que c'est un truc une bonne idée. Mais je trouve, cette vue aérienne, en fait, elle est super. Avec les trois, tu vois, la rangée au milieu d'humains qui courent et les trois rangées avec les raptors qui se feraient un chemin. T'as un peu l'impression que c'est des ailerons de requin ou vraiment le prédateur qui les suit. C'est assez marrant quand ils ont tourné ça. Donc, il y avait des petites tranchées dans l'herbe. Donc déjà, je crois qu'ils ont fait pousser l'herbe pendant des mois et des mois, 6 mois pour avoir des herbes vraiment aussi hautes et tout. Et donc ils ont ils ont fait 3 petites tranchées pour faire passer les raptors. Et ils ont rajouté numériquement l'herbe qui s'efface devant eux en fait. Et du coup, ça rend super bien. Ça rend super bien. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a je trouve que dans ce film, je trouve pas que ce soit un très bon film, mais je trouve qu'il y a des très très bonnes scènes, quoi. Et ça, pour moi, ça en fait partie. Ouais, comme je disais tout à l'heure, Spielberg, même s'il n'est pas dedans, il va te choisir au moins deux grosses scènes dans le film où tu peux être sûr. Par contre, ce qu'il fait avec les raptors un peu plus tard dans le film, c'est un peu plus ridicule, quoi, tu vois. Tu parles de la gymnastique. La gymnastique qui essaie de gratter en dessous pendant que les autres ils grattent de leur côté. Enfin, c'est un peu. Disons qu'on nous les vend comme les animaux les plus intelligents, ils passent un peu pour des cons, les raptors, dans cette scène. Pareil, c'est un arc. C'est l'arc des raptors. Voilà, c'est ça. Non, c'est l'arc de Kelly, la fille de Malcolm. On va continuer d'ailleurs, puisque la Team Rocket, vu que je suis dans Pokémon, c'est Jeff, Julian et Meowth. Et Meowth qui se retrouvent dans le centre de commande, encerclés par des raptors. Et là, donc, on a les raptors et leur proie qui creusent en même temps. Et là, donc, enfin, Kelly fait de la gymnastique, qui est pour moi, sans déconner, la scène la plus ridicule de l'histoire du Jurassic Park. Oui, mais bon, on l'a tous vu en étant enfant, quoi. Donc, il n'y a pas un petit peu. Ah, mais même enfant, moi, je trouvais ça nul. Ouais, Non, mais comme dit Ian Malcolm, je crois que c'est la pire des mauvaises idées dans la longue et triste histoire des mauvaises idées. Enfant, j'aimais beaucoup Batman et Robin. C'est pas pour ça que j'aime encore. Bien que si, allez, je déconne, j'aime bien. C'est génial. Non, mais c'est vrai que cette scène, en fait, c'est... en plus, quand tu la vois, elle arrive un peu à un moment du film qui est un peu sur ce que tu crois être la fin, parce que tu sais pas forcément la première fois que tu le vois qu'après ça va partir à San Diego. Mais moi, je la vois un peu comme une scène miroir de la scène des T-Rex dans la cuisine et quand ils les poursuivent quand ils montent dans les faux plafonds et tout ça. Et c'est l'opposé en termes de tension et tout, quoi. C'est hyper ridicule. Ouais. Et tu vois, là où les raptors faisaient vraiment peur, tu sais, avec...
il y avait une vue griffes, derrière leurs griffes, ça les suivait et tout. T'avais la patte, tu vois, ils arrivaient à ouvrir les portes, t'avais le souffle avec la buée sur la vitre et tout. Ils étaient vachement iconisés, ils faisaient vachement peur. Et là, en fait, ils sont ridiculisés. Là, tu peux mettre la musique de Benny Hill derrière. Mais tu mets une musique de cirque et c'est poète quoi. Bah, je trouve le début de la séquence vraiment cool en fait, avec le Malcolm qui rentre dans l'espèce de petit centre, le Raptor qui passe par la fenêtre, Malcolm qui sort, qui dégonde la porte, qui se fait balancer par le Raptor à travers une autre fenêtre, et puis il s'en va et le Raptor encore à nouveau passe par une fenêtre, et c'est que des effets pratiques, et je trouve la tension vraiment super cool. Après, il y a la scène des barres asymétriques qui fait effectivement le... Ouais, et puis en plus, ils sont à 2 doigts de se faire bouffer par des raptors, et il fait « Comment ça, ils t'ont viré à l'école ?» Enfin, ils font en plus la petite blague juste après, alors qu'entre nous, là, franchement, tu cours, quoi. C'est pas pire que la blague des cheeseburgers quand ils sont dans le camion. Moi, elle me fait rire, celle-là. Ouais, elle fait rire, mais en vrai, tu fais jamais une blague comme ça dans ce moment-là. Déjà... attention, tu serais... Je sais pas. Hein. Ça dépend qui. Ah, Jeff Goldblum le ferait. Malcolm, justement, s'il y en a bien un qui peut le faire, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes dans ce genre où... Ouais, je sais pas, en plus là, c'est la blague. Il y en a un qui te fait et chacun va de sa petite réplique sur comment il veut son burger. Tu fais non, mais vous allez tous crever, en fait. Fermez-la, quoi. Ah, mais la suspension de crédulité, au bout d'un moment, elle est un peu complètement balancée à la fenêtre, quoi. Tu vois, ouais, mais alors moi, je veux bien tu vois, la suspendre quand tu me mets des dinosaures, mais pas quand il y a des blagues au mauvais moment, tu vois. Moi, je suis très à cheval. J'ai des principes. Donc pas Marvel. Non, sûrement pas. Ouais, Kelly qui fait de la gymnastique. À mon avis, c'est une scène, oui, comme tu dis, qui a été mise pour un peu travailler la relation entre Kelly et son père, mais il voit vraiment qu'il est sous son... Pas sous son charme. T'as tout le truc où il avait oublié, en fait, qu'elle avait été virée de la gym, exactement. Et en fait, ça fait que des rappels. Tout était déjà dans la première séquence où la maman, elle disait « Ah, je t'ai fait ton plat préféré, c'est des gambas ». Et la gamine qui dit « Ben non, j'aime pas les gambas ». Et en fait, t'as l'impression que dans la première séquence, t'as déjà tout le film qui est en maturation, ne serait-ce que les premiers plans du film, c'est un plan qui descend et puis un plan qui monte, donc ils vont s'opposer, et puis en plan séquence, t'as un panoramique vers la droite, puis un panoramique vers la gauche, les parents qui se font dos à dos, et t'as que tout était déjà dans le premier plan, enfin dans cette première séquence si tu la déroules. Donc cette histoire de Kelly, tu l'avais déjà dans la relation entre la gamine et ses parents. Entre nous, il n'y a pas une meilleure moyen de montrer qu'elle est rapprochée de son père que de lui faire faire de la gymnastique ? Si, parfaitement. Ouais, je pense qu'il y a moyen d'écrire un meilleur scénar. Parce que même en plus, il n'y a pas d'alchimie entre les deux, il n'y a pas, entre les acteurs, tu sens pas vraiment... J'aime bien quand ils sont dans l'arbre, il y a un vrai rapprochement que je trouve assez cool. Ouais, mais on dirait tout le temps que Goldblum en a marre d'elle. Je sais pas si c'est le personnage qui est écrit comme ça, après c'est peut-être comme ça, mais on dirait toujours genre... Après, elle lui dit, ouais, t'aimes bien les enfants, mais t'aimes pas vivre avec. Tu vois, quand elle arrive toute seule, elle est venue en taxi, je crois, tu vois. Il disait dans le premier qu'il adorait les gosses, c'est ça, et qu'il en avait plein. C'est ça, hein, il disait dans il disait pas qu'il en avait 3 minimum. Et justement, c'est ce qu'elle lui redit au tout début, c'est t'aimes avoir des enfants, mais t'aimes juste pas t'en occuper. Et j'ai juste une question, est-ce que c'est l'actrice qui a tourné cette scène-là et qui faisait de la gymnastique, ou bien il y a une doublure, je sais pas si vous savez. Non, c'est numérique en fait. Ah, c'est numérique, Et en fait, c'est un mec avec un panneau avec la tête de l'actrice. À la base, en fait, la scène, c'est un T-Rex qui fait le truc, ou un T-Rex, c'est ça. Avec ses petits bras. Juste avant cette séquence, en fait, il y a un passage que j'aime beaucoup où il y a Vince Vaughn qui remet le courant, un peu comme dans le premier. Ah oui. Et en fait, t'as l'image de l'ancien Jurassic Park qui est complètement délavé et tout, et je trouve cette séquence vachement intéressante parce que... Ils font la même dans Jurassic World. Ben justement, parce que t'as l'impression de voir en fait 20 ans avant tout et dans le 3 aussi, ils font pas un moment comme ça dans le 3 aussi quand il me semble, à un moment donné, ils vont dans une espèce de, je crois qu'ils vont dans un base. Ouais, je crois qu'il y a un moment comme ça dans le 3 avec la musique qui revient. Et voilà. Tout, Mais t'as l'impression qu'en fait 20 ans avant la vague de films nostalgiques à la Jurassic World, Star Wars 7 et tout le reste, t'as déjà Spielberg qui s'était interrogé dessus et qui vous dit en fait là vous êtes en train d'essayer de revenir là-dessus, sauf que c'est décrépit, vous essayez de le désacraliser et ça fonctionnera pas. Parce que moi je trouve qu'il refait en fait dans Ready Player One, dans l'hôtel de Shining où c'est que des cadavres décrépits et en fait c'est toujours ça. T'as l'impression qu'il dit toujours ça et qu'il met en garde déjà 20 ans avant dans Jurassic World de ce qui est devenu Hollywood 20 ans après. Ils t'ont viré de l'équipe de gym ? Sortez de là ! Sortez de là !
Donc pendant ce temps, Roland a réussi à tranquilliser un T-Rex et il prend une retraite bien méritée. Il part vers le soleil. C'est fou hein, quand même qu'il y ait un personnage qui s'en sorte comme ça alors que c'est censé... Impunément. Ouais, il s'en sort comme ça, voilà. Et tout est bien qui finit bien, sauf qu'en gros, il y a des morts sur la croisière Siamuse. Il faudra m'expliquer comment est-ce... Parce que moi, dans mes souvenirs, j'étais sûr qu'il y avait des raptors qui s'étaient incrustés sur le bateau. Mais non. Ils étaient au départ dans le scénario et c'est pour ça qu'il y a la main du capitaine. Pour moi, dans ma tête, quand j'étais gamin, il y a des raptors sur le bateau. Ils ont été coupés. Ok, parce que là, en gros, ça veut dire que le T-Rex a réussi à s'en sortir, a bouffé des mecs, et ensuite il est retourné dans son truc et le mec a réussi à le... Ok. Non, mais surtout un travail de grande précision où il a réussi à rentrer dans la cabine avec sa grande taille de T-Rex, manger un mec sauf la main et aller se re-enfermer dans la cale. C'est quand même. Non, assez c'est fou, le. Il est intelligent. Il est complet, le mec. Qui Ah ouais, a... Je croyais que c'était que la main. Ça, c'est le capitaine sur le bateau. Et ça, pour le coup, c'est un hommage à Dracula parce que t'as le. Ça fonctionne mieux avec des raptors, non quand même. Ah oui, complètement, mais c'est juste qu'ils ont été coupés. Raptors sur un bateau, c'est l'horreur, quoi. Surtout que le T-Rex, tu le vois venir quand même. Enfin, à un moment donné, tu l'entends, t'attends plonger dans la mer et te barrer, quoi. Mais ça, c'est un hommage à Dracula pour le coup, avec le capitaine du bateau qui est mort sur la barre et Dracula qui est dans la cale. Et donc, on va ouvrir la cale et sortir le cercueil. Il y a un autre hommage d'ailleurs, c'est que le nom du bateau, c'est le SS Venture. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est donc le nom du bateau de King Kong dans la version de 33 et de 2005. Ouais. Et justement, le King Kong, celui de 70 et des brouettes, il a été filmé à Kauai, exactement là où a été tourné Le Monde Perdu aussi. Ok. De toute façon, il y a plein de références dans le film. Hein. Il y a Godzilla qui est juste après, où il est devant la ville et qui hurle. Il y a des références à Citizen Kane, où il y a Hammond qui est dans son lit avec plein des grands angles et où on filme les plafonds. Conan Doyle, on en avait parlé. Il y a des références à Moby Dick où il compare justement Peter Stallwaite à Ahab. Il y a plein de références dans le film. Donc le T-Rex est désormais libre dans la civilisation et ça y est, le film peut enfin se lâcher un peu, sauf que il reste 10 minutes. C'est un peu dommage. Et d'ailleurs, il va dévorer une personnalité très importante du film. Est-ce que vous savez qui c'est ? Le scénariste. Le scénariste, David Koepp, il se fait bouffer. Ouais. Quoi. Okay. Et d'ailleurs, lui, il a tourné une semaine et demie parce que Spielberg n'était pas là pendant un moment. Donc il est plus ou moins presque réalisateur du film pendant un moment. Pour vous dire, Spielberg, il en avait marre et à un moment, il a fait bon, allez, je me casse. Pour le coup, en plus, il se fait pas tuer n'importe où, c'est qu'il se fait tuer à la porte d'un vidéoclub. Et en fait, c'est vraiment encore une fois, c'est un truc de Spielberg où ça préfigure c'est pendant la grande époque des vidéoclubs où on allait tous louer des VHS. Et t'as vraiment le scénariste qui est sacrifié à l'hôtel du vidéoclub pour maximiser les profits, en fait. T'as vraiment un moment, on n'a plus rien à foutre du scénario, on va dévorer le scénariste. Puis dans le vidéoclub, t'as des affiches de films qui n'existent pas. Là. Je crois qu'il y a un truc avec Schwarzenegger dans Le Roi Lear, je sais pas quoi. Il y a un truc avec Robin Williams, un truc avec Tom Hanks. Tu le vois quand le bus défonce le truc, tu les vois très très brièvement. Ouais, c'est Tom Hanks qui est en surfeur apparemment dans Tsunami Sunrise, enfin une espèce de faux film. Je trouve ça incroyable, quoi. Et Robin Williams dans un truc style Jack et le haricot magique. À l'origine, la scène du T-Rex, donc ça aurait dû être la fin du 3e film, en fait. Voilà, c'est ça. Sauf que Spielberg, il a fait... ce serait bête de pas s'amuser un peu. J'ai envie de faire Godzilla. Et surtout, il savait très bien qu'il allait pas réaliser le 3, quoi. Donc c'est surtout ça. Il savait qu'il allait pas revenir pour le 3. Il dit, je veux... Voilà, quoi. Sauf que on sent que... c'est ajouté. On sent que c'est un truc, vraiment un élément rajouté. C'est mis au forceps parce que lui, il voulait le faire depuis le début, mais sauf que personne l'a écouté. Mais ils vont pas très loin avec l'idée. Le T-Rex fait un tour de pâté de maison et au final, on le ramène... au final, il n'y a pas vraiment... C'est pas une grande ville, c'est pas... Enfin, tu vois, c'est vraiment un petit coin... là encore, il n'y a pas un côté épique à toutes ces scènes. J'aime bien le truc avec le bus et tout. Je trouve ça... Oui, non, mais Non, mais c'est pareil, c'est des bonnes scènes, mais en fait, c'est hyper bâclé, parce que c'est vraiment les quelques dernières minutes du film. Voilà. Et moi, je trouve que c'est un peu dommage, parce que ça ramène les dinos dans le vrai monde, dans un monde urbain beaucoup trop vite dans la saga, en fait, tu vois, et ça aurait été bien de le faire sur un 3e film, pour le coup. Enfin, t'as vraiment l'impression qu'il y a 2 films, dont un qui est très très court à la fin, quoi. Et je trouve ça frustrant, parce qu'en fait, si tu voulais voir un vrai film catastrophe avec une sorte de Godzilla machin, mais je pense aussi qu'il l'a fait avant justement que sorte le Godzilla de Emmerich, qui sort, je crois, l'année suivante. Et en fait, t'as ce côté-là, un peu de rivalité entre les deux. Et du coup, en fait, il le fait, mais il le fait un peu bâclé, un peu à la va-vite, quoi. Et le film aurait dû être
en fait construit autour de ça. Comment on ramène le T-Rex, voilà, que limite que vraiment le troisième acte, ce soit un gros troisième acte. C'est qu'en fait, tu peux pas faire les deux comme ça, passer autant de temps sur l'île, parce que comme tu disais tout à l'heure, pendant la première heure, il se passe pas grand-chose. Et c'est vrai que toute cette exposition où on te raconte des choses sans rien te montrer et tout, ça aurait pu être expédié beaucoup plus rapidement pour passer plus rapidement dans l'île et faire un film vraiment en deux parties, ou en tout cas un vrai troisième acte, pas les 10 dernières minutes du film bâclées comme ça. Je veux dire, ça aurait dû être le truc que quand j'étais gamin, on aurait dû me retourner le cerveau, d'avoir le T-Rex dans une ville, et au final, ça m'a pas vraiment marqué plus que ça, quoi. Et justement, je trouve que dans cette scène-là, à un moment donné, donc il arrive dans une maison, donc il y a un petit enfant qui se lève et qui justement aperçoit le dinosaure par la fenêtre. C'est marrant, j'ai l'impression vraiment qu'en fait c'est une espèce de métaphore du spectateur. Tu vois vraiment le spectateur qui se lève et qui voit des dinos et qui est quand même assez admiratif de ce qui se passe autour de lui. Et moi vraiment, je me suis hyper fort projetée quand j'étais petite dans ce garçon. Mais ce que je trouve qui va pas trop là, c'est qu'en fait c'est hyper dommage parce que t'avais toute cette scène dans le premier où tu découvrais les dinosaures, et bon, évidemment, tu avais un côté émerveillement et tout, mais ça prenait vachement plus son temps, tu les voyais et tout. Et là, en fait, ça va vachement plus vite. Alors, certes, c'est des scènes de terreur et de films catastrophes et tout, mais même pour ça, ça va quand même super vite. Et t'as pas vraiment le temps de te demander, en fait, c'est quoi un T-Rex dans une ville et tout, parce que ça va super vite, ça défonce. Le bateau arrive et défonce le truc, il va manger un chien et il y a la niche qui pendouille, et puis après, il va défoncer un bus. Il mange il mange 2-3 mecs en chemin, et puis on le ramène vite fait assez facilement quand même, parce que je sais pas comment moi tu fais pour driver un T-Rex. Ils ont galéré pour choper un T-Rex sur l'île où il y avait personne, et là par contre le ramener sur le bateau dans une grande ville, c'est super facile, tu vois. Non, mais c'est un peu... il l'attire avec le bébé. Ouais, mais bon, t'as quand même ce côté où tu vois, il disait le moindre truc peut affecter le dinosaure sur l'île, avec des odeurs, avec des déchets, des trucs et tout. Et là quand même, le dinosaure, en fait, il arrive dans un monde où il ne connaît rien de tout ce qu'il voit, tu vois. C'est dans le scénario pour le coup où ils disent qu'ils l'ont drogué, ils lui ont donné trop de narcoleptiques, comme s'il était sous caféine. C'est ça, et ils lui ont donné l'antagoniste en surdosant complètement. Mais le gros truc, c'est que le premier film, c'est un film humain avec des dinosaures. Là, c'est un film de dinosaures. Avec des humains. Ouais, voilà. On s'en fout des humains dans ce film. Alors que quand tu regardes le premier, tous les personnages sont cultes. Même Samuel L. Jackson avec sa cigarette qu'on voit vraiment pas longtemps dans le film, il est culte à mort, quoi, tu vois. Même Dodson, on le voit. Dodson est là. Tout le monde s'en fout. Voilà. Les Dodson, on s'en souvient tous. Mais cite-moi, là, je te rappelle, dans un an, je te dis, cite-moi les trois noms de personnages de Jurassic Park, Le Monde Perdu, en dehors de Malcolm. Sardine. C'est... Voilà, tu l'as vu 1 milliard de fois, mais tu vois... Ça pâtit en fait d'être la suite de Jurassic Park, qui est un film parfait. C'est un peu comme le Hobbit qui pâtit d'être une suite du Seigneur des Anneaux, qui est un truc parfait. C'est de toute façon, en fait, tu vas être déçu. C'est pas possible de pas être déçu. Mais je trouve que d'un côté, sa force, c'est d'avoir quand même essayé de faire quelque chose d'assez différent. Ok, on est dans la surenchère, etc., mais on est quand même... Il y a des scènes qui se répondent, mais comme je l'ai dit tantôt, on est dans un genre très différent, et il y a quand même une évolution. Moi, c'est pour ça que j'aime bien ce film et que j'aime pas Jurassic World, parce que Jurassic World, il prend justement il fait exactement la même chose qu'avant. Et j'aime bien Le Monde Perdu parce qu'il essaye au moins de faire un truc différent, et je trouve ça cool. Pour les quelques scènes qui sont vraiment incroyable. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un dinosaure dans le jardin. Bien sûr que non. Donc il ramène le T-Rex dans le bateau, et le neveu d'Amond lui sert de première proie vivante. Papa Rex est fier, parce que oui, c'est un garçon. Hein. J'ai cherché, je me demandais si c'était la maman ou le papa. Et en fait, il a des cicatrices sur la tronche qui montrent que les T-Rex se battaient entre eux. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres T-Rex sur l'île, à moins qu'ils se soient fait bouffer, mais qu'il y a plusieurs T-Rex sur l'île, puisqu'il s'est battu avec un autre mâle, et c'est pour ça qu'il a des cicatrices sur lui. Et c'est là que ça aurait été bien d'avoir notre paléontologue pour qu'elle nous dise « je n'en sais rien ». Pour le coup, c'est le papa, et c'est normal dans le scénario, parce que c'est le pendant de Ian Malcolm, en fait. Il y a lui et sa fille, et il y a le papa tyrannosaure et son bébé qui justement le donne en pâture à Ludlow à ce moment-là, et t'as tout le truc sur l'éducation, et là t'as tout l'arc du film en fait qui se boucle. Mais en fait, tu me dis ça, mais moi je vois. Enfin, il n'y a pas beaucoup de scènes d'éducation entre le père et la fille pendant le film, en fait. Justement, la fille lui reproche et lui dit... Oui, mais il y a beaucoup de reproches, mais il n'y a pas un seul moment dans le film où il se rattrape et... Non.
Il n'y a pas de moment où en fait t'es un vrai bon papa. Tu vois, genre il n'y a même pas un arc. Oui, parce qu'après. En fait, il y a un début d'arc, mais il n'y a pas vraiment une fin d'arc. Ouais, parce qu'en fait, cet arc, il est jamais clôturé, parce qu'une fois qu'ils partent de l'île, tu la revois plus, sa fille, je crois. Si tu la revois dans les derniers plans, elle regarde la télé. Ouais, mais voilà, mais c'est pas, tu vois, juste, c'est une image de fin, la relation n'a pas évolué, tu vois, juste les autres dorment dans le canapé et elle mange ses t'as pop-corn. plus ou moins une famille nucléaire reconstituée. Ouais, mais c'est pareil, c'est encore, tu vois, la gamine, elle est toute seule, eux, ils dorment, elle est en train de bouffer, elle a un énorme seau de popcorn, c'est quand même pas non plus le meilleur truc à faire quand t'es parent. Non, mais justement, là, pour le coup, je trouve cette image hyper négative, parce que c'est vraiment pareil, à nouveau, c'est du méta, tu vois le bateau, et le vrai bateau, et l'image d'après, c'est le bateau à la télé. Et en fait, c'est vraiment comme on parlait du vidéoclub tout à l'heure, c'est les dérives télévisuelles. C'est t'as le bateau qui se transforme en image télé avec des personnages qui mangent du popcorn ou qui dorment devant un film. Et le premier, c'est ça que je trouve cool, c'est que le premier, il fallait aller sur l'île pour pouvoir voir les dinosaures, et dans le 2, on amène les dinosaures chez toi. Et ça va parler de vidéoclub, ça va parler de dérives télévisuelles, ça termine sur une télé. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qu'est devenu le cinéma ? C'est un produit de consommation. En fait, ça te met ça te met un vidéoclub, ça te met une télé, mais il y a rien. Si, t'as vraiment le sous-texte où on amène les dinosaures chez toi, exactement comme t'amènes le cinéma chez toi. Ouais, mais je veux dire, avec les vidéoclubs. Je le trouve. Ouais, mais c'est de l'illustration, ça en parle jamais vraiment. Tu dis que ça en parle pas, mais perso, je trouve que si, parce que ça parle des dérives mercantiles, ça parle des producteurs, ça parle de ceux qui vont gérer et qui t'enlèvent ta création. Pour moi, pour moi, c'est un film qui parle que de cinéma. Il te pointe du doigt certaines choses, mais il te l'analyse pas et il te propose pas de solution. Il te le montre, mais c'est tout. C'est comme le premier, il posait juste une question sans y répondre. Il proposait tellement de thèmes différents, il y avait plein de thèmes dans le premier, alors que là, il y a les chercheurs contre les machins, et il y a le terme de le père-fils, père-fille, et encore, c'est même pas des thèmes qui sont super évidents, quoi. Enfin, quand tu penses The Lost World, tu te dis pas, c'est un film sur un père et sa fille. En fait, tu voyais que les personnages dans le premier, ils évoluaient parce que tu avais Alan Grant qui détestait, qui voulait pas les enfants et tout. Et au retour, il a des enfants qui dorment contre lui. Il a tout un voyage où... John Hammond a un arc. Ouais. Ils ont presque tous un arc. Ils se passent tous des trucs pour eux, quoi. Alors que là, le bateau est renvoyé sur Isla Sorna et justement, on a John Hammond qui demande qu'on laisse les dinos tranquilles. Arrêtez d'embêter les dinos que j'ai créés et qui ont tué plein de gens à cause de moi. S'il vous plaît, laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit film ? Non, mais comme je disais, pour moi, c'est un film que je regarde pour les côtés hyper généreux et plus pour maintenant que je suis vieux, pour le sous-texte hyper Spielbergien, parce que j'y retrouve plein de trucs de Spielberg et je trouve ça fascinant, en fait, ce qu'il nous dit avec un blockbuster qui parle d'autre chose, en fait, en nous montrant des dinosaures. Oui, clairement, le premier est vraiment meilleur, mais je trouve qu'ici on est vraiment sur un très très bon film d'aventure où il se passe pas mal de choses, ça n'arrête jamais, où en effet il y a pas mal de thématiques qui sont peut-être pas assez développées, mais qui sont quand même intéressantes, et par rapport aux films d'aventure, je veux dire actuels et même de cette époque, etc., on est quand même vers une qualité qui est quand même assez haute. Il n'y a pas The Rock. Il n'y a pas de Rock. Moi, écoute, voilà, The Rock versus les Vélociraptors, je pense qu'on pourrait être sur un épisode de la franchise qui pourrait être pas mal. Mais vraiment, je pense que c'est un film, c'est aussi un épisode qui doit être mis au regard du reste. Et quand on voit ce qui a été fait dans le reste, par rapport au 3, par rapport au World, non, on reste quand même sur une suite qui est de qualité. Moi, je trouve que c'est compliqué de passer, on l'a déjà dit, de passer après un film parfait. Je trouve que c'est un film qui a des bonnes scènes, mais ça en fait pas pour autant un bon film. Donc, je prends du plaisir devant certaines scènes et je m'arrache les cheveux devant d'autres. Après, Jurassic Park, je trouve que le premier avait apporté beaucoup de choses au cinéma, en fait, et que celui-là, il apporte rien. Et au contraire, c'est la porte ouverte vers la saga et l'enchaînement de suites, comme vous venez de dire, toutes pires les unes que les autres, quoi. Un début de régression, quoi. Ouais, c'est vraiment le début, c'est le début de la fin, quoi, comme ça arrive souvent dans certaines sagas, mais ouais, c'est un peu compliqué de le voir parce qu'il y a des moments vraiment qui sont... Moi, j'étais agréablement surprise parce que je l'avais pas revu depuis vraiment longtemps, donc j'étais agréablement surprise par certaines scènes où vraiment tu prends ton pied, quoi, mais globalement, à la fin, tu restes vraiment sur ta faim et tu te dis qu'il y avait
plein d'autres choses à faire et surtout que ça a ouvert vraiment les portes des enfers, quoi. Moi, ce que j'en pense, c'est que... C'est vraiment un gros tas de merde. Non, bon, c'est pas un gros tas de Ça va merde. loin, C'est pas ça le va plus très loin. gros, toi, c'est pas le plus gros tas de merde, comme vous dites. Oui, parce que si tu sors déjà ce Non, truc-là pour ce C'était pour la film-là, blague. je sais pas comment tu vas finir sur les autres. C'était pour la blague, parce que normalement, à chaque nouveau film, je Madame, dis... je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Même quand j'aime- J'adore cette Même cette quand j'aime bien le phrase. film, je sors ça. Donc forcément, Oh là, mon Dieu. je C'est m'adapte. vraiment un gros tas de merde. Voilà. Le début du film m'a tué, en fait. J'avais complètement oublié à quel point ça mettait du temps à démarrer, à quel point on nous présentait des personnages pas attachants et oubliables comme ça. Franchement, la raison pour retourner sur l'île, enfin, c'est pas la même île, mais on se comprend, la raison pour retourner sur l'île est pas forcément très intéressante. Enfin, j'ai du mal à trouver des choses qui arrivent à me donner envie d'aimer ce film, à part que j'aime les dinos. J'aime bien le personnage de Roland. Je le trouve plutôt intéressant. Voilà. La scène avec la caravane. Oh ouais, elle est quand même exceptionnelle, hein, culte. Et non, sinon, ouais, et je savais déjà avant qu'on se lance dans cette saga, je savais déjà que celui-là, ça allait être celui où j'allais m'en prendre le plus parce que il me fait rien du tout, quoi. Non, Il me puis laisse complètement. Le truc, c'est qu'on a encore quelques-uns à essayer de le défendre un peu. Je pense qu'après, les autres, le 3, c'est plus compliqué à défendre. Les gens qui ont Et je pense que le grandi- 3 a une bonne les gens- fanbase. Hein. les gens- Apparemment, Ah ouais Ah oui, il y a quand même pas mal de gens qui l'aiment vraiment bien. J'ai fait un petit sondage via les réseaux et il y a moi, vraiment c'est des gens celui sont là qui a pour le été- défendre. Non, mais il y a quand même un téléphone qui sonne dans le ventre d'Andine, quoi. Moi, c'est celui qui a été élu le pire par les gens. Il y a eu genre 300 votes. Hein. Il y a un raptor qui parle à Alan Grant à un moment. C'est un rêve, c'est un rêve. Oh, mais même, ça a été filmé, quoi. C'est un rêve. Donc oui, une déception quand j'avais 10 ans et une déception quand j'en ai 34. Voilà, il n'y a rien qui change. L'éternel déçu, quoi. Voilà. Non, c'est dommage parce que bon, c'est Steven, on a envie d'aimer, quoi, tu vois. On a toujours envie de se dire qu'il est capable de faire quelque chose. Mais là, on dirait que c'était genre, je rentre de vacances, je vais faire mon petit film, histoire de dire que je me remets sur ma... Il remonte à vélo, en fait, tout simplement. C'est ça le truc. Il se remet en selle et il se relance pour ensuite faire d'autres trucs. Et là, il tente encore à nouveau de faire un film d'aventure blockbuster et un film sérieux à peu près en même temps. C'est la même chose, hein. C'est à peu près le même principe, ce qu'il fait avec Amistad et la liste de Schindler et tout. Et là, il y en a une où c'est limite le duo parfait, et l'autre, c'est le duo qui se ramasse, mais vraiment, tu veux faire la même chose ? Bah non, tu peux pas faire la même chose. Des fois, on peut pas 2 fois attraper la foudre, voilà, tout simplement. Et ça se ressent, et heureusement, c'est Steven, il a rebondi, il nous a dunké dessus, quoi, enfin, par la suite, tu vois, c'est pas... Donc, je pense que ce serait le premier, s'il était là, d'ailleurs, t'es le bienvenu, hein, je sais que tu nous écoutes, s'il était là, je pense que ce serait le premier à nous dire « Ouais, j'en ai un peu rien à foutre de ce film, quoi, tu vois. » Il l'a dit, mais je pense que c'est surtout parce que ça a été très, très, très compliqué pour lui, qu'il n'a pas pu faire le film qu'il voulait. C'est surtout ça. Ouais, je pense. Ouais. Et c'est pour ça qu'à un moment, il a presque abandonné. Il n'aurait pas dû le faire. Hein. Il a pensé à un moment qu'on pouvait ne pas le faire chier, mais finalement, non. Et c'est un peu son constat de Hollywood 4 ans après, c'est qu'il va devoir maintenant se battre à mort. Il n'est plus le roi d'Hollywood. Alors que la dernière fois qu'on l'avait vu, tous les Oscars, plus gros succès de tous les temps. En plus, tu reviens et on te crache à la gueule, quoi. C'est quand même fou, quoi. C'est vraiment le personnage d'Amond. Hein. Quand on dit vous êtes passé de capitaliste à naturaliste en 4 ans, c'est exactement Spielberg qui a fait Jurassic Park et puis après a fait la liste de Schindler et donc maintenant il est devenu un... Maintenant, il est en pré-retraite. Ça fait longtemps qu'il est en pré-retraite, là. Ça fait quand même 24 ans. Comme Miyazaki. Il est absolument impératif que nous travaillions en étroite liaison avec la direction des réserves biologiques du Costa Rica pour établir une série de règles pour la préservation et l'isolement de cette île. Ces créatures ont besoin de notre absence pour survivre et non de notre aide. Et si nous pouvions juste nous effacer et faire confiance à la nature, la vie trouvera son chemin. Bon, voilà. En tout cas, c'était super d'en parler avec vous. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Oui. Merci beaucoup à vous.
Les gens, si vous aimez ce que l'on fait, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur iTunes en nous disant quelle saga vous aimeriez qu'on fasse. J'ai décidé d'instaurer un nouveau jeu. Dites-moi quelle saga vous tente et je vous répondrai pas. Suivez-nous sur Twitter. Et on ne la fera pas. Suivez-nous sur Twitter @lasagapod ou rejoignez-nous sur Discord. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film et de notre épisode, mais surtout du film parce que j'ai un ego un peu fragile, donc parlez pas trop de l'épisode, à part si c'est pour dire du bien. Et si vous voulez nous aider financièrement tout en découvrant des dizaines d'épisodes sur les sagas dont on a parlé et bien d'autres films, rejoignez notre Patreon, patreon.com/planséquence. Retrouvez aussi nos autres podcasts sur planséquence.net. Et comme toujours, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes habituelles comme Spotify, Apple, Deezer, SoundCloud, mais aussi sur YouTube, sur la chaîne de Plan Séquence. Un grand merci à vous toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et bien sûr, merci à tous les gens qui nous aident sur le Patreon, des gens comme Pascal, Elvire, Sylvie, Madame Béa, Mendes, Michel, Alexis, Franck, Aurélien et Steven Spielberg. Nos very important patou. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de Jurassic Park 3. On est vraiment obligé de le faire. Oui, tu t'es lancé là-dedans. Tu continues. À la prochaine tout le monde. Alan, salut.